Bonsoir à tous. Merci d'être venus, merci d'être là. J'espère que vous êtes bien installés. On est ensemble pour une bonne heure. Ouais, on est ensemble pour une bonne heure, pour discuter, pour échanger, pour partager surtout sur les sujets qui tournent autour de l'entrepreneuriat avec nos grands, nos beaux, nos forts invités du soir, que je vous demande d'applaudir bien fort. Parce que, tout simplement, ils vont se présenter dès que j'aurai fini de parler. Hein? C'est ça? Ouais, merci. Donc, alors je sais plus qui c'est ça, par là, voilà, par là plutôt. L'idée de la soirée est venue d'un écueil assez simple en fait. Quand on regarde les articles de presse, l'entrepreneuriat c'est un homme mâle, blanc, chemise blanche, qui a fait une école de commerce, et puis voilà. Il y a plus que ça. L'entrepreneuriat c'est plus que ça peut s'adresser à tout le monde. Dans beaucoup de cas de figure notamment, et dans le cas qui va nous intéresser ce soir, celui de la technologie, pour être vraiment très large, nos invités vont se présenter, vous allez tout comprendre. Donc nous allons commencer par Timothy. Peux-tu te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Vas-y. Alors je m'appelle Timothy, j'ai 29 ans, et moi mon milieu en fait je viens des télécommunications, je viens de la téléphonie entreprise. J'ai une carrière en tant que consultant et en tant qu'ingénieur avant-vente. J'ai fait un petit peu de commerce aussi, donc j'ai un profil un peu technique et commercial. Et j'ai créé une entreprise qui s'appelle OKLAC, qui est une entreprise de mise en relation de particuliers pour des cours de langue sur Internet. Et ouais, donc du coup, j'ai fait ça de façon individuelle, je me suis formé. Donc, je suis formé au développement. J'ai des bases en développement, mais assez basiques finalement, parce que c'est pas mon milieu de prédilection. Et voilà, donc je me suis formé à un langage. Je me suis formé à plein de choses, au SEO, SEA, à la communication, au marketing, un petit peu au design. Voilà. Donc j'essaye de faire le maximum de choses tout seul. Et puis voilà, c'est un projet qui m'intéresse du fait d'être tout seul aussi, de pouvoir tout faire tout seul. J'essaye de faire un maximum de choses en étant ouvert, en me formant. Et puis voilà. Parfait pour le moment, parce qu'il ne faut pas manger les questions après. Tony. Alors, du coup, moi c'est Tony, j'ai 30 ans, voilà. Là, actuellement, je suis au compte CO2, où je quitte l'entreprise d'ici quelques semaines. Et en fait, ce qui, moi, m'importe, avant d'être compte CO2, j'étais à Zero Gashi, je ne sais pas si certains connaissent. En fait, ce qui m'importe le plus, moi, c'est de créer de l'impact dans la ville, du coup, l'entreprise. Et donc Zero Gashi, c'était sur le gaspillage alimentaire. On mettait des produits, et on met toujours, parce qu'ils sont à Nantes, ils sont une quarantaine, du coup la boîte a bien fonctionné et continue. Et donc ils mettent les produits en fin de vie, plus en avant dans les magasins, et sur une plateforme en ligne. Et ils ont développé tout un pan B2B avec les GMS. Pour le compte CO2, nous on a créé une monnaie climatique qui est le CO2, où en fait un CO2 c'est une réduction d'émissions de CO2 en moins dans l'atmosphère. Donc tout simplement on a des particuliers entreprises qui rentrent des informations une année sur l'autre de leurs émissions, et s'ils réduisent leurs émissions, ils obtiennent cette monnaie-là qui est un CO2. Et en fait un CO2, enfin pour vulgariser, 1000 CO2 actuellement c'est 52,64 €. Et donc avec ces 1000 CO2 là, on a créé une carte bancaire qui permet à n'importe qui d'utiliser cette monnaie-là au quotidien pour agir pour le climat, aussi simplement que d'acheter une baguette de pain. Voilà. Donc c'est un projet aussi, c'est un projet qui existe toujours, c'est un projet qui avait de l'impact. Et sinon, j'anime aussi différentes communautés, aussi la Brest, le Brest JS et les Brest Bobtech, et je vais peut-être arrêter là parce qu'il y a plein de choses encore à voir. Et tu passes le témoin à ton voisin. Parfait. Bonsoir, moi c'est Benjamin, j'ai 32 ans. Ça fait une dizaine d'années que je bosse en consulting web. J'ai un profil de robotique. Donc à la base c'est de la programmation C embarquée, c'est pas du web, donc je me suis formé à toutes ces technos-là. En 10 ans ça a beaucoup changé. Donc moi ça m'intéresse. Donc j'ai eu un apprenti, là je suis tout seul. Bon, j'ai mon frangin derrière qui est avec moi. Donc mon entreprise individuelle c'est Web Design 29. Donc je suis au port, j'ai des bureaux.
Voilà, on travaille sur tout type de projet, des petits projets, je fais de la prestation de services pour des grosses boîtes aussi. Donc moi je suis vraiment le freelance qui veut essayer d'être agence, mais en même temps recruter c'est pas évident. Passer de 1 à N, c'est pas quelque chose qui me parle tant que ça. J'ai essayé, c'était la famille, mon apprenti, donc il est passé de 0 en gros échec scolaire à master. Donc voilà, j'ai vu plein de choses et puis là aujourd'hui avec mon frangin qui lui est ingénieur, on essaye de monter une boîte de conseils en crypto-monnaie. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis que ça existe. Voilà, je voyais ça à l'école dans mon temps libre et là aujourd'hui on voit que c'est une vraie industrie. J'ai un savoir-faire là-dessus, donc on essaye de se diversifier et mon frangin qui a un profil plus ingénieur, il saura peut-être plus justement développer cette partie commerciale qui... Enfin, c'est dur d'être et tech et commercial en même temps. Donc l'avenir nous dira ce qui se passe, mais voilà. Donc je sais pas, c'est un peu fouillis. En gros, je suis tech, je fais plein de choses. Et j'ai eu beaucoup de clients, je pense que ce sera intéressant de voir après dans le débat par rapport aux autres ce qui se passe. Donc moi c'est Jérémy, je suis cofondateur d'Avalon Lab. Donc on est une SCOP, une société coopérative et participative, en format ESN du coup. On propose nos services de développeurs à nos clients en fait, un peu comme donc n'importe quel ESN. Et du coup, on est 3 développeurs, on a tous les 3 un profil 100% développeur, donc on n'avait aucune compétence particulière pour tout ce qui est commercial, administratif, juridique. Donc on a dû monter en compétences, du coup aussi se former un peu comme mes prédécesseurs. Et voilà, les autres points, on verra ça pendant le débat. Moi je suis Mathieu Gobert, je viens de la mécanique un petit peu comme Guillaume. J'ai fait pas mal de développement dans tout ce qui est développement de logiciels pour la CAO, donc tout ce qui est conception assistée par ordinateur, plus dans le métier naval. J'ai participé à d'autres créations de boîtes, j'ai travaillé dans le domaine médical et maintenant je fais des devis et factures pour les petites entreprises, les associations. J'ai monté cette boîte il y a maintenant 5 ans. Que dire de plus? Aujourd'hui, on est 4 dans cette boîte-là. Et ce qui nous tient à cœur, en fait, c'est de libérer du temps à toutes ces petites entreprises. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne comprends pas pourquoi les logiciels sont toujours aussi compliqués. Donc voilà, le but, c'est vraiment de simplifier la vie aux gens qui n'aiment pas faire de l'administratif. Et j'en dirai plus tout à l'heure. Il y en a qui aiment faire de l'administratif ici? Non? Ok, dommage. Très bien. Merci messieurs, vous êtes le panel assez diversifié des différents types d'entrepreneuriat qu'on peut avoir, aussi bien du produit que du service, du tout seul, de l'équipe, du freelancing, du conseil, etc. Et du coup j'aimerais bien qu'on discute de projet, tout simplement. Bon, on a commencé à en parler un petit peu. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Allez, qui se lance? Le projet du projet, c'est ta question? Non, le projet en lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? De quoi vous travaillez tous les jours? Voilà. Nous, concrètement, donc on est 3 développeurs, on était tous les 3 dans la même ESN au début, donc on a travaillé un peu ensemble dans les différentes équipes avec lesquelles on avait pu travailler. Et on avait envie de changer, en fait, on avait envie d'avoir du changement, de pouvoir participer aux décisions de l'entreprise, d'être du coup impliqué dans la vie de l'entreprise vraiment beaucoup plus. C'est pour ça du coup qu'on est parti, au début on a commencé à considérer la société bisounours un peu, entre guillemets, donc tout ce qui nous plaisait pour faire une société. Et on s'est très vite retrouvé dans le principe de Scope où du coup les salariés peuvent être associés et chaque associé a une voix pour décider. Et c'est le principe où il faut que majoritairement dans les parts associées, la majorité soit aux salariés. Donc du coup ça veut dire que la société appartient aux salariés,
c'est quelque chose qui nous a plu. Après, on a pu du coup mettre toutes nos règles de travail sur le principe de l'agilité, parce qu'on aimait bien travailler en mode agile. Du coup, on a pu se caler un peu là-dessus pour créer notre société. Du coup, on a un système de vote, par exemple, qu'on a mis en place pour prendre nos décisions ensemble. On a pu aussi répartir les rôles de chacun qui fait quoi dans la boîte. Et on a mis au minimum un binôme pour chaque rôle, comme ça pour pouvoir s'aider et si quelqu'un est en vacances par exemple, pouvoir que la boîte tourne quand même. Donc nous, le principe c'était surtout qu'on voulait travailler différemment, prendre part aux décisions et du coup être autonome un peu, de l'autogestion, quoi. Lorsque le background que vous aviez, ça vous a amené aussi à apporter quelque chose de différent dans votre façon d'appréhender votre projet, en fait. Vous avez 2 heures. Je n'ai pas entendu le début de ta question. Est-ce que le fait d'avoir un background technique, d'avoir une certaine connaissance, ça a modifié un peu votre approche dans l'élaboration du projet, dans le fait d'entreprendre? Moi, clairement, oui. Moi qui viens de la mécanique et du développement, où je considère que l'informatique est là pour aider la personne. Je suis un fou d'automatisation. Je ne supporte pas faire 2 fois la même chose. Je trouve ça chiant, tout simplement. Donc je préfère me prendre la tête à automatiser cette chose et que j'aurais plus besoin de la refaire. Donc moi, dans la création de la société, dès que je voyais que j'avais une tâche qui allait être redondante, je caricature un petit peu, mais j'allais développer le programme pour que je n'ai pas besoin de la refaire une 2e fois. Donc du coup, ça nous a permis, de gagner beaucoup de temps sur pas mal de tâches répétitives. Ça m'a aussi fait perdre beaucoup de temps, parce que des fois, automatiser des choses complexes, c'est plus compliqué à automatiser que de les faire à la main. Donc il faut aussi choisir la bonne balance. Donc je pense que venant du technique, de sachant ce qui est à peu près possible ou pas possible de faire, je savais ce qu'il fallait automatiser. Je compare souvent avec des gens qui n'ont pas de profil technique, ils ne savent pas ce que l'informatique est capable de leur apporter. Et des fois, le simple fait d'en discuter, de dire tiens, un petit algo, un petit truc comme ça, tu vas gagner 3-4 heures par semaine, quoi. Donc moi, oui, mon profil technique m'a vraiment aidé dans la création de la boîte et dans l'élimination de toutes les tâches chiantes. Il en reste plein, j'ai pas de technique. Je pense que la technique, en venant de la technique, en fait, les technologies évoluent tout le temps. Donc, on a des profils on s'est formés un petit peu tout au long de notre carrière. Et je pense que c'est pas vrai pour tous les métiers. Et c'est quelque chose qui est important, je pense, quand on crée son entreprise, d'être curieux et de vouloir faire des choses soi-même, en fait, de voir comment ça fonctionne et comment ça fait derrière et reproduire un petit peu ce qui peut être fait. Et je pense que c'est en ça aussi que ça se différencie, le fait de venir du technique par rapport à un métier très figé où il y a des règles et tu vas faire ce métier-là toute ta vie avec les règles que tu as appris à l'école. En venant du technique, en fait, tu es toujours en train d'apprendre et toujours en train d'évoluer. C'est ça aussi qu'il faut appliquer, je pense, dans l'entreprise. Puis après, il y a aussi un coût, toujours par rapport aux techniques, c'est qu'en voulant entreprendre, en ayant justement le côté technique, on est capable aussi d'estimer un coût lié au développement d'une fonctionnalité ou d'un produit. Et lors du début d'une startup, du coup, quand on va lancer un produit, on a tendance, si on n'a pas un background technique, c'est forcément simple au début, on a tendance à faire une roadmap qui est extrêmement grosse, du coup, et en fait, c'est justement pas ce qu'il faut faire, parce que là, moi j'ai trop eu de personnes, par exemple en agence, venir, et puis ou alors en ESN, et venir avec un profil très marketing, du coup commercial, et en disant j'ai une idée, et du coup ils dépensent 20 000, 40 000 euros dans un projet qui va jamais aboutir, parce qu'en fait ils vont passer du temps sur toute la vente, mais ils vont surtout faire un cahier des charges qui va être extrêmement conséquent, et ils vont pas passer du temps sur la fonctionnalité du projet qui va marcher, en fait, le focus qu'ils doivent avoir par rapport au produit, en fait. Et je pense que quand en venant du technique, comme on sait avoir le coût d'une tâche qu'on va exécuter, du coup, c'est ce qui nous permet de bien savoir précisément là où il faut ne pas passer de temps, en fait, tout simplement. Je sais pas. Ça, en rebondissant là-dessus, le risque, c'est du coup de ne pas vendre du tout la fonctionnalité qui, pour le client final, lui c'est potentiellement soit facile, soit que tu peux couper les 3/4 des tâches. Et c'est peut-être mon défaut, du coup, c'est que moi, là où les ESN vont avoir des chefs de projet facturés
plus, c'est avoir 6 mois. Moi, de la façon dont je voulais l'exprimer, je vais avoir 3 semaines et ça va être 3/4 du prix, quoi. Ou le quart du prix. Mais oui, par rapport à ce qu'on disait avant, le fait d'être technique, moi clairement c'est parce que je tire les épines du pied de mes clients en fait que je suis utile et que bon, je démarche pas, du coup j'ai pas besoin. Parce que de fil en aiguille, vu que je peux pas me cloner, je vends mon temps. Une fois que mon temps est utilisé, j'en ai pas d'autre. Et donc c'est bien. Mais c'est aussi le problème, c'est que du coup on peut pas scaler quand on vend son temps parce que j'en aurai jamais plus, quoi. Donc soit je facture juste plus cher, soit je prends d'autres personnes qui vont augmenter mes coûts et du coup je pourrais être confiant de facturer plus cher, mais du coup ça me coûtera plus cher aussi. Donc la formalisation du problème en tant que tech, elle est bien pour résoudre des problèmes, mais elle n'est pas bien pour vendre ce qu'on fait, quoi. Et moi j'ai Je pense que le technique est un peu trop perfectionniste et ce qu'on dit souvent c'est que si tu n'as pas honte de sortir ton produit, c'est que tu as sorti ton produit trop tard. Il ne faut pas avoir peur de confronter son produit devant le marché. Le technique, il va falloir que tout soit fait, tout soit bien, qu'il n'y ait pas un bug, il y aura toujours des bugs, il y aura toujours des choses. Et si tu ne confrontes pas ton produit par rapport à tes utilisateurs, moi, c'est ce que j'appelle le syndrome du développeur qui adore pianoter sur son clavier, qui sait mieux que les autres les besoins de ses utilisateurs et tout ça. Et une fois qu'il va sortir son produit, l'utilisateur va lui dire en fait ça j'en ai pas besoin, ça j'en ai pas besoin, ça c'est bien. Et tu as développé 80% de ton temps et ça ne sert strictement à rien pour tes utilisateurs parce que tu n'as pas les besoins réels de ton utilisateur. Donc c'est ce qu'il faut faire attention, je pense, quand on est technique, c'est aussi se dire je vais tester, je vais essayer de vendre quelque chose qui est peut-être imparfait, mais c'est en vendant des choses imparfaites qu'on aura des retours des utilisateurs également. Et je voulais juste rajouter un petit truc par ce que dit Benjamin, c'est moi justement avant de rejoindre de nouveau Zorogashi, j'ai été indépendant pendant 2 ans et demi et ensuite j'ai créé une ACRL avec un associé. Donc peut-être qu'on évoquera à un moment les associés qui est aussi problématique, mais moi c'était un bon collègue et parce que c'était un ami, on n'a pas su justement parfaitement se répartir les tâches et du coup ça ne l'a pas fait sur le long terme. Mais bon, on y reviendra peut-être après sur les associés. Le truc c'est que je voulais dire par rapport à ça, c'est que en fait on a planté la boîte au bout d'1 an et demi. C'est pour ça aussi que j'ai proposé à Régis de venir ce soir pour parler surtout d'échecs, parce qu'en fait on en apprend énormément de tout ça et que c'est pas fatal, on peut très bien refaire des choses demain et moi c'est ce que je compte faire dans les prochains mois, donc ça n'arrête pas du tout l'envie. Le truc c'est que moi j'ai justement planté la boîte pour ça, c'est que on n'a pas su estimer correctement le temps qu'on passait sur les projets. Et tout simplement, on a vu trop grand. On a pris un bureau, on était dans une ville où au niveau numérique était catastrophique. Ma ville, c'est Morlaix. Voilà, et le bassin a été meurtri au niveau numérique. Et donc, on a fait tout un tas de choses pour activer, pour essayer de changer Morlaix au niveau numérique, avec le pays de Morlaix, avec la CI, avec plein de trucs. Et on bouffait énormément de temps en réseau. Et au final, le coût qu'on avait au niveau du dev, on ne le vendait pas assez. Et on a porté la boîte parce qu'on n'avait pas de liquidité, quoi. Et à partir de ce moment-là, moi, tous les projets que j'ai fait par la suite, j'ai appliqué une règle qu'on m'a dite, enfin c'est un collègue qui m'a dit qu'il faisait ça, c'est que quand un dev estime une fonctionnalité, une feature, il faut multiplier par 2 systématiquement. Parce que de toute façon, il y aura des merdes, et donc ça prendra plus de temps, et si au pire, le temps représente 50%, c'est 50% de marge. C'est aussi simple. Donc il ne faut pas du tout hésiter à faire x2, quoi. Voilà, mais après, moi je suis totalement d'accord, c'est compliqué d'un point de vue market, d'un point de vue vente, quand on est à la base technique et qu'on ne sait pas se vendre, quoi. C'est pas, je dis, mais c'est ce que tu as dit, c'est vrai que c'est compliqué de je sais mieux me vendre maintenant qu'à l'époque. Voilà, moi c'est exactement la même chose, quoi. Ouais. Alors c'est très intéressant, donc des profils différents, mais il y a quand même un point commun, c'est d'où c'est venu en fait cette histoire d'entrepreneuriat, tout ce temps que vous êtes. Vous auriez très bien pu finir dans une entreprise comme beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui vous a dit, j'ai un truc à faire là et puis on y
Bah, Ouais, j'en ai des bonnes, j'en ai d'autres. moi, je me suis trop pris en entreprise et j'ai vu que je m'investissais tout le temps, même quand c'était pas des projets qui m'appartenaient ni rien du tout. Et en fait, quand on voit qu'on maîtrise pas la gestion de projet, qu'on maîtrise pas la vente, qu'on maîtrise pas le service après-vente, qu'il y a des décisions qui sont prises et où on n'a aucune action dessus, où on peut dire bah, tiens, ça serait bien de faire ci, ça serait bien de faire ça. Sauf que c'est pas toi le patron, c'est pas toi, ton avis ne compte quasiment pas. Qu'au bout de 6 mois, tu te rends compte que les conseils que tu avais donnés, bah, ça aurait été mieux de les suivre. Et à un moment donné, tu me dis bah, que je sois un simple employé ou que je sois patron de boîte, je pense que je passerai autant de temps et autant de nerfs dedans. Donc il y a un moment donné, je me suis dit bah, autant que tu montes ta propre boîte. Alors là, c'est bien beau, mais après, il faut un putain de projet. Un projet qui soit viable, un projet qui soit réalisable, qui soit vendable, sachant que je suis technique. Donc voilà, donc commencer à réfléchir à pas mal de projets. Est-ce que c'est un projet pour du grand public, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de support, ou est-ce que c'est un projet pour une niche avec à dédier à d'autres ingénieurs, où tu vendras peut-être le logiciel à 30 000 balles et tu auras moins de... Donc il y a eu toutes ces questions-là qui... Et du coup, j'ai pu participer à 2 sociétés qui étaient complètement différentes. Aujourd'hui, je suis plutôt sur du plus grand public, puisqu'on s'adresse à toutes les TPE. Avant, c'était plus sur de l'architecture navale. En gros, 3 clients en France. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'a donné envie, c'est... Je savais qu'il y aurait plein de choses que je ne sais pas faire, comme commercialiser. Je suis nul en tout ce qui est avocat, en tout ce qui est légal, mais j'ai tellement besoin de, pas forcément maîtriser, mais de comprendre comment ça se passe. Les premiers contrats de travail, c'est moi qui les ai faits, les premiers et tout ça, et tu apprends sur le tas, il ne faut pas avoir peur, et c'est en marchant qu'on apprend. Donc, et du coup, tu apprends plein de choses. Donc, du coup, je développe plus beaucoup, donc, je développe le soir, le week-end. En tout cas, c'est passionnant. Moi, c'est un peu du coup ce que je disais tout à l'heure, mais vu qu'on était tous les trois, enfin qu'on avait déjà travaillé ensemble, nous ça fait du coup un peu plus d'1 an qu'on a créé la boîte, et on n'avait pas beaucoup d'investissement parce qu'on avait 3 PC à acheter. Donc déjà à partir de ce point de vue-là, on n'avait pas trop de risques parce qu'on travaillait déjà en ESN, on voulait continuer à travailler en ESN de la même façon. Aussi en ESN parce qu'on aime bien travailler pour différents clients, travailler pour différents métiers, apprendre différentes choses. Ça nous plaisait et du coup on n'a pas pris énormément de risques en se lançant, puisqu'on avait à financer 3 PC, à financer potentiellement les premiers salaires, puisque du coup on est tous les 3 salariés, on est tous les 3 associés, donc on prend tous les 3 les décisions, mais on est aussi tous les 3 salariés. Nous c'est venu sur l'envie de changer un peu, de prendre nos décisions, et vu qu'on restait dans le même domaine d'activité, on va dire, proposer nos services, on ne prenait pas énormément de risques, donc on n'a pas eu vraiment peur de se lancer, même si on a eu les premiers mois on n'avait pas de clients, donc à la fin on commençait un petit peu à douter, mais vu qu'on était 3 aussi, ça nous a permis de nous souder et de nous dire il n'y a pas de raison, on va aller démarcher, on est 3, donc c'est plus simple d'y aller, de se motiver entre nous aussi que d'être tout seul. Voilà, pour nous en gros comment ça s'est passé, et aujourd'hui ça marche bien, donc on est content. Donc pour vous deux, vraiment une envie de transformer la façon de travailler tous les jours, quoi. Ça, ouais. D'être plus en phase avec son quotidien. Alors Timothy, toi par exemple, qu'est-ce qui t'a motivé? Puisque tu disais que tu étais dans les télécoms. Ouais, je rejoins mes 2 confrères là-dessus, ouais. C'est vrai qu'il y a ça. Moi, il y a la partie aussi curiosité. Quand tu es intégré dans une entreprise, forcément, tous les rôles sont répartis. Tu sais pas forcément qu'est-ce que fait les autres ou comment c'est fait. Donc, ça rejoint aussi. Parfois, tu as envie de prendre des décisions qui ne sont pas les tiennes, etc. Et tu as envie de savoir aussi comment c'est fait. Et il y a autre chose aussi, c'est que l'entrepreneuriat, et notamment la création d'un produit logiciel, c'est la chose qui coûte la moins chère au monde, quoi. On vend un produit qui n'existe pas finalement. Donc on n'a pas de gestion de stock, on n'a pas de matière, on n'a rien à acheter. Il y a juste un ordinateur à acheter et puis on crée quelque chose à partir de ça. Donc du coup ça coûte pas grand chose à faire. Donc, du coup ça limite les risques de se planter. Si on se plante, voilà, on n'a pas tout son stock à vendre, son bail à relouer, etc.
Et c'est ça aussi qui m'a convaincu de me lancer, c'est finalement que moi j'avais pas beaucoup de risques. J'avais pas un emprunt extraordinaire à faire ou que sais-je pour louer quelque chose, et puis ça m'a motivé aussi à le faire parce que du coup je me disais que j'avais une sécurité. Je m'engageais pas dans quelque chose où je mettais la main et je sais que je pouvais me faire happer. Là, on peut sortir, je pense, relativement facilement, et puis on est 1 million plus qu'il y a du travail, donc si on veut rebondir et retourner dans le monde salarial, c'est pas un gros problème, quoi. Donc c'est aussi le point de vue sécurité qui m'a motivé. D'accord. Mais bizarrement, tu vois. Ça... Ouais, en fait, paradoxalement, en fait, tu as quitté en bonne temps ton précédent employeur et tu as profité de la phase pour mettre en place ton projet. C'est ça. Qui est disponible et que vous allez retrouver sur Ok, d'accord. de projet. Non. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Voilà. Benjamin, Moi, c'est... tu es tombé dedans quand tu étais petit, je crois. Ouais. Mais j'ai tout fait pour pas de faire de développement. Du coup, je suis parti en électronique et en robotique. Moi, je pensais faire des robots, des trucs autre chose que genre juste du code PC, site web, parce que ça, c'était ma passion en gros. Et je me suis retrouvé à un moment à mi-temps dans mon job. J'étais en Angleterre, je faisais des effets spéciaux, de l'électronique. Je me suis retrouvé à mi-temps. Et en fait, j'avais un collègue qui avait besoin d'un site, le père d'un collègue qui avait besoin d'un site web. Puis j'en ai fait 1, puis 8. Puis du coup, ils avaient beaucoup d'employés. Et moi, la boîte dans laquelle j'étais, en fait, il y avait 2 employés et ils faisaient des trucs de malade à 2, quoi. Donc j'étais le 3e employé de cette boîte. Et en fait, ça m'a permis de voir sans beaucoup d'employés, on peut faire beaucoup de choses. Et moi, tous les jours dans le staff, je faisais un peu tout, quoi. Et je me suis dit que je pouvais continuer. Donc moi, j'avais la sécurité, entre guillemets, de pas juste me lancer, de partir de rien et dire, je vais être entrepreneur. C'est venu progressivement. Et j'ai aimé, en fait, le fait de pouvoir tout faire, pas perdre de temps, entre guillemets, sur des tâches. Et apprendre. Et puis j'ai vu que par rapport à ce que coûte un salaire, après c'est la réalité est différente quand on doit payer notre retraite, mais on voit qu'on coûte moins cher qu'un salarié, donc on dit tiens, je vais avoir beaucoup de sous rapidement. La réalité c'est pas ça, après il faut payer ses impôts. C'est venu progressivement et que ça soit livrer un site web ou livrer, une extraction de données, c'est pas une macro, mais voilà, un truc qui fait une transformation de fichiers, des choses comme ça, des choses qui me paraissent simples, et de voir qu'après il y a des clients, moi j'ai des gens que je vois régulièrement, ils n'ont pas de logiciel de facturation, ils font tout sur Excel, ça me paraît totalement absurde, je me dis ça fait 10 ans que ça devrait être fait, là aujourd'hui ils sont pleins toujours, quoi. Donc j'ai fait et je pense qu'on peut toujours continuer de faire parce qu'il y a plein de personnes qui voient pas en fait cet aspect technique, gain de temps et ils ont peut-être pas le temps de le voir parce que justement ils sont la tête dans le guidon et faut des personnes plus commerciales que moi peut-être pour leur expliquer, mais il y a du boulot toujours, donc c'est venu comme ça. Et ça me plaît. Et ça plaît. Tony ? Moi, c'est. Moi, en fait, l'entrepreneuriat, mais c'est pas réellement l'entrepreneuriat, en fait, c'est En fait, moi, je suis mis au code en voulant faire une communauté et des produits en quelque sorte. En fait, parce qu'à 12 ans, en fait, j'ai créé des sites qui rassemblaient en fait, des personnes autour d'une passion commune, qui était une saga de jeux, tout simplement. Et puis après, j'en ai remonté un autre avec d'autres personnes autour de la culture asiatique. Et puis de fil en aiguille, du coup, le temps passe et du coup, on s'intéresse quand on fait ça à 12 ans, on s'intéresse du coup au côté code parce qu'il faut monter tout ça, mais aussi au côté opérationnel, comment on gère les articles, comment on écrit, du coup, comment on gère l'équipe au fur et à mesure, les dossiers, qu'est-ce qu'on met en avant pour que ça attire du monde, la communauté, le forum, comment on fait, les événements physiques il y avait la Japan Expo, il y avait tout un tas de choses qui se lançaient à ce moment-là. On faisait des rencontres physiques
à Paris, tout ça. Et puis après, j'ai dû mettre en pause parce que fallait bien bosser un peu à l'école, en quelque sorte. Seulement, ça m'a saoulé assez vite et du coup, j'ai quitté tout simplement l'école pour passer au... Enfin, j'en avais marre de la théorie. Et moi, à côté, je savais que... Enfin, on m'a proposé des choses. Et du coup, j'ai commencé à créer des sites et c'est comme ça que je suis venu sur la notion d'entrepreneuriat. Et c'est vrai que là, en fait, Compte CO2, c'est ma première expérience en tant que salariat. C'est peut-être assez choquant à 30 ans, mais pour moi, c'était inconcevable il y a quelques années d'être en salariat parce que en tant qu'indé, où on est en sa boîte, je ne sais pas si si j'ai du mal avec des patrons ou que ce soit, mais en gros, c'est vrai que le côté impact et compagnie, je pense que je ne peux pas évoluer dans dans une grosse structure en fait, tout simplement. Et du coup, si je ne suis pas mon patron, ou si du coup je ne peux pas avoir des responsabilités, il faut que je me les crée moi-même, quoi. Donc, c'est pour ça que je ne repars pas en salariat après les comptes CO2. Ok, donc un autre projet, mais ça Ouais. ne nous regarde pas. On a commencé à l'évoquer. Donc effectivement, vous êtes à l'aise dans vos domaines de compétences. Sauf que quand vous plongez dans l'élaboration de projet, il y a le reste qui vient vous taper, quoi. Il y a l'administration, il y a le recrutement, il y a le marketing, la vente, le commercial. Comment vous avez géré tout ça? Quelles sont vos histoires par rapport à ça, si vous avez des dossiers aussi? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en fait dans le fait de sortir de votre zone de production, j'ai envie de dire? Le plus difficile, c'est de bien s'entourer. Je trouve que moi, j'ai créé la boîte au départ, on était 2 techniques, 2 développeurs. Je dis pas que c'est une bêtise, je le dis quand même un peu. Je pense que pour créer une boîte, c'est bien d'avoir un technique, un commercial et un marketeur qui sache vendre. Peut-être pas des potes, parce qu'avec les potes, quand ça pète fort. Dès qu'il y a un problème d'argent et qu'il y a un problème et tout ça, ça peut vite partir en couille, beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Moi, je me suis séparé du premier associé en fait très rapidement et on a eu la chance de rapidement se rendre compte qu'on n'était pas compatibles. Et du coup, mon associé actuel, on est complètement complémentaires, on ne se connaissait pas. Et aujourd'hui, je pense qu'on a de belles années devant nous. Alors lui, il est moins technique, mais il est ingénieur quand même. Et la peur que j'avais, moi, c'était toute la partie commerciale, parce que ma première boîte, je l'ai crachée parce qu'on avait un super produit, mais on ne le vendait pas en fait. Donc il y a un moment donné, il faut manger des pâtes pendant 2 ans, il y a un moment donné, tu en as ras-le-bol. Donc je pense qu'il y a un moment donné, il faut aussi savoir vendre, il faut savoir que tout seul, alors je vais peut-être contredire ce que Timothy dira derrière, mais moi je pense qu'on est, en tout cas moi je ne suis pas capable d'être très bon technique, d'être très bon vendeur, d'être très bon marketeur. Je pense que je suis un très bon technique, mais je suis un peu nul dans les autres choses. Alors j'ai mes idées, j'ai mon flair, mais c'est pas à moi de faire. Donc du coup, il faut réussir à s'entourer. Et ça, s'entourer, je trouve ça extrêmement compliqué, quoi. C'est faire confiance et vouloir déléguer aussi, moi, je pense que c'est l'une des raisons de réussite d'une société. Je m'arrête là, sinon nous, pour notre part, c'était les premières démarches en fait, qui ont été un peu compliquées au début, parce que on ne savait pas du tout comment créer une société, comment il fallait s'y prendre. Donc en premier, on voulait un petit prêt, donc on a été voir un banquier, sauf que quand on va voir un banquier, il nous dit qu'il faut un prévisionnel. Donc, pour avoir un prévisionnel, il faut aller voir un comptable. Et nous, dans notre démarche, on avait une démarche du coup de transparence dans la boîte, de salaire unique, différentes règles comme ça, et les premiers comptables qu'on a été voir rigolaient un peu de du système qu'on voulait mettre en place, parce que du coup on n'était pas dans le principe de vouloir à tout prix gagner beaucoup d'argent. Nous, le principal à la base, c'est plutôt d'avoir une qualité de vie supérieure et du coup de ne pas forcément ramener du boulot à la maison. Du coup, on n'a pas hésité aussi à payer des fournisseurs pour différents services qui nous paraissent annexes pour les factures, par exemple, pour tout ce qui va être a priori RH, pour les congés, du coup c'est pareil, on a un comptable qui nous gère la comptabilité et aussi les fiches de paye,
ce genre de choses qui n'ont pas de plus-value pour nos clients, où on n'a pas... si on investit du temps là-dedans, donc on a du temps en moins à vendre, et nous, vu que c'est notre temps qu'on vend, c'était de la perte d'argent, entre guillemets. Donc on a assez vite cherché à s'entourer de différents services comme ça, qui nous rendent la vie plus simple, et je pense qu'on a bien fait parce que aujourd'hui on gagne du temps au niveau facture, enfin tous ces petits services qui sont annexes mais qui ne nous font pas gagner d'argent. Au vu des réponses, je sais même plus ce que c'était la question. Tout ce qui n'est pas technique et dont tu as eu besoin pour développer tes différents projets, comment tu Je suis marié du coup. Non, c'est horrible. Non, c'est absolument horrible. Mais en fait, pour la partie comptabilité, je pense que on a un comptable, mais la tenue comptable, ouais, si t'as pas quelqu'un, moi si j'avais pas quelqu'un pour m'aider, ce serait pas possible. Et pourtant, j'ai un bon logiciel de facturation qui n'est pas celui de monsieur, mais payer des outils pour gagner du temps, justement, c'est absolument primordial. Mais ouais, donc, et s'entourer, ouais, moi, c'est mon problème, hein, fondamentalement, c'est trouver quelqu'un de confiance pour m'aider aujourd'hui, c'est pas forcément évident. Donc là, ça fait 2 ans que je suis avec mon frangin qui est derrière. J'espère qu'on n'aura pas de soucis de pognon ou autre, mais ouais, donc ouais, faut pas, ouais, c'est le fisc le plus dangereux au final, hein, dans l'histoire. Le reste, bon, on se plante et puis voilà, c'est pas grave, on refait. Pour le fisc, moi ça m'est déjà arrivé, le comptable qui est un expert comptable qui se trompe et je me fais retoquer de 10 000 € de TVA 6 mois plus tard, tu les as pas. Donc t'as beau payer, t'as beau avoir le logiciel, t'as beau faire machin, si tu contrôles pas derrière toi-même, c'est pas bon. Du coup, soit faut faire soi-même, soit faut avoir quelqu'un. Voilà. Je sais pas si ça répond. Justement, moi, je voudrais rebondir parce que moi, je fais un peu la logique inverse sur la partie comptable. C'est que quand j'étais indé, du coup, la compta, elle est assez simple parce qu'en étant indépendant, il n'y a pas 36 choses à faire en quelque sorte dans le compta. Par contre, c'était, du coup, il y a tous les comptes d'exploitation, tous les trucs, tout ça. Et quand nous, on s'est lancé du coup avec mon associé, c'est vrai que pareil, de dev, du coup, pas de compétences, enfin un peu de marketing, mais pas beaucoup. Et du coup, compta zéro, à part les cours au lycée, mais ça compte pas nécessairement. En tout cas, ça faisait un petit paquet de temps. Et en fait, on a eu un comptable qui connaissait quasiment rien en numérique. Je sais pas, quasiment tous, on peut dire, on était de mauvaise langue. Des avocats aussi, non, je sais pas. Non, parce que ça, c'est faux, il y en a qui sont bien. Alors, ça m'a un peu coupé, mais en gros, ouais. C'est le sujet. C'est le micro, aussi. oui, c'est enregistré, c'est le micro, ouais. Non, puis le comptable, en fait, c'est juste, ouais, en fait, parce que j'ai entendu un podcast il y a pas longtemps, et je pense faire ça, et c'est peut-être complètement une nouvelle idée, mais en fait, je me disais, en fait, depuis quelque temps, peut-être que dans un premier temps, quand on lance une boîte, parce que quand j'ai lancé tous les éléments d'associés, en fait, ce qu'on s'est rendu compte avec le comptable, c'est qu'on n'avait pas les yeux rivés sur le financier, tout simplement. Bien sûr qu'on avait nos clients, nos devis et compagnie, mais on n'avait pas la culture comptable, en fait. En quelque sorte, on n'avait pas... on n'était pas... sais pas qu'on faut payer, quoi. Voilà, on n'était pas dedans, quoi. Et donc, je me disais que peut-être, effectivement, quand on crée une boîte, un produit, du coup, qu'on part en indépendant, peut-être qu'au début, c'est bien d'avoir 6 mois, 8 mois, où du coup, on est dedans, en fait, tout simplement pour apprendre, en fait. Parce que quand on va être devant un comptable, on va avoir tous les termes avec lui pour discuter et on va pouvoir choisir exactement le mieux, celui qui nous correspond, en fait. Parce que le comptable, il peut vous baratiner pendant des heures et des heures, quoi. Mais j'aime bien tous les comptables aussi. Hein. Donc, ouais, et sinon, l'autre point, c'était la construction d'équipe. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et le recrutement, en fait, ouais, c'est quelque chose... le recrutement, une personne peut bousiller entièrement une boîte,
que vous soyez 5, 10, 15, 20 ou même que vous soyez 2, plus vous êtes petit, plus c'est extrêmement risqué. Donc faire confiance à quelqu'un qui arrive, c'est pas forcément évident. C'est arrivé dans une de tes expériences? Ouais, c'est arrivé, même c'est arrivé plusieurs fois en tout cas, c'est quand on est une petite boîte et peut-être plus à Brest en tout cas qu'à Rennes ou qu'à Nantes ou autre, parce que le secteur du numérique c'est pas. Enfin, il se développe de plus en plus, hein, les zones d'emploi explosent, voilà, il y a de plus en plus de choses, le Corner y participe aussi énormément. Mais c'est vrai que ça manque de profils et donc sur le choix des profils qu'on recrute, bah, on peut faire des mauvais choix tout simplement ouais, bah, nous on a eu différents cas, par exemple, je sais pas, on a eu un par exemple, la question c'est pareil, sur un profil dev, on avait des offres de dev, est-ce qu'il fallait plutôt avoir un dev qui soit expert ou un dev qui soit junior, mais dont la fidélité sur le projet est plus conséquente à long terme, voilà, ou du coup qui va pas forcément, qui va être investi dans le projet en quelque sorte, alors qu'un dev expert du coup va chipoter pour peut-être plus de choses en fait en quelque sorte. Enfin je sais pas, c'est des trucs. Enfin, en tout cas c'est ce qu'on a vu et du coup là on a eu quelqu'un qui était hyper bon techniquement, mais au niveau humain c'était pas terrible. Du coup bah, il a été éjecté quoi. Assez simplement enfin, moi ce que j'ai toujours fait en fait par rapport au compte CO2 c'est que parce que je trouve qu'on a réussi à construire une équipe et c'est la construction d'équipe elle se fait tout simplement sur l'humain quoi. Moi j'ai jamais regardé les diplômes, j'ai jamais regardé d'où venait la personne des compagnies. Ce qui est important c'est les compétences, les projets en fait, que la personne a fait à côté. Si la personne vient dans les différents meet-ups, si la personne a la culture numérique, si elle a l'envie de vouloir changer de métier, par exemple si elle n'était pas développeur à la base, on a eu quelqu'un en interne au compte CO2 qui était graphiste à la base, qui a fait d'autres expériences après, bah, il voulait être dev. On avait l'opportunité de l'embaucher pour qui découvre tout le dev. Il a fait une formation, on l'a pris et ça s'est bien passé sur le côté dev. Et pour moi, c'est le plus important, c'est l'humain en fait. Tout simplement, faut essayer de. Ce qui est difficile dans le recrutement, c'est justement voir le potentiel des personnes. Et ça, bah, c'est un peu pile ou face, mais au fur et à mesure de tous les recrutements qu'on fait, on commence un peu à avoir du flair. Et puis après, bah, tous les différents meet-up, tout ça, bah, ça permet de rencontrer aussi les personnes et les voir aussi en dehors. Et donc, si on a besoin d'écouter, ça permet aussi de l'avoir parce que un des trucs dans le métier, c'est que le réseau compte énormément. Et c'est pour ça que moi, j'ai tendance à dire que ce soit dans les lycées et autres, c'est à sortir de votre tanière, du coup, chez vous, les étudiants, venez dans les meet-up, faites du réseau ou autre, parce qu'il n'y a que là que vous allez trouver de l'emploi et vous allez trouver peut-être des associés pour monter une boîte ou autre. Donc, voilà, et sinon. J'ai arrêté de parler, c'est bon. C'est quelque chose que vous avez cultivé tous peut-être. On a entendu parler de réseau. Pour trouver, je vois une tête qui se couche médiatiquement là. Aujourd'hui, oui. Moi, j'ai une première boîte où je suis resté 3 ans dans ma chambre d'amis où j'avais pas besoin de sortir, j'en ai pas ressenti le besoin. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait de commercial, c'est aussi pour ça que j'ai pas fait pas mal de choses. Là, je vais faire un peu la promotion de The Corner parce que j'y suis bien. On a mon bureau là-haut et j'invite tout le monde en fait à être dans des endroits où il y a plein d'autres boîtes. Ici, il y a une douzaine de startups. On travaille tous dans des domaines qui sont tous différents et on a tous la même problématique, c'est trouver du pognon et trouver des clients. Maintenant qu'on vend des scans 3D, des sextoys, de la facture, des machins, c'est toujours la même problématique. Le fait d'être dans des réseaux, d'être dans des meet-up et tout ça, ça permet aussi de voir quand on est en galère, les copains ils vont nous remonter. Quand c'est l'inverse, ça fait plaisir de voir les autres galérer et puis c'est nous qui les remontons. Quand on a des problèmes où c'est qu'il faut aller chercher de l'argent, tiens, va voir lui mais peut-être pas lui. Du coup on se sent vraiment pas tout seul et c'est pas tout seul si on y va tout seul, on va se prendre tous les murs un par un, alors que si ça se trouve, on a d'autres collègues qui se sont pris les murs à notre place. On a pris d'autres qu'on va pouvoir leur faire éviter de prendre. Le réseau pour recruter, pour pas mal de choses. Il y a des gens qui n'aiment pas le piston, mais en fait, je pense qu'on est dans un monde où le piston fonctionne, où le réseautage, tiens, j'ai bu une bière avec un tel, va le voir. En fait, tu sais pas du tout s'il est compétent ou pas, mais tu vas le voir quand même. C'est comme ça que ça fonctionne, donc il faut pas. Et à l'inverse, il faut pas, tu le disais un tout petit peu, passer tout son temps dans le réseau, parce qu'à un moment donné, il faut aussi développer le produit, développer la boîte. Donc il y a un dur équilibre à trouver entre les deux. Donc aujourd'hui, je pense que le réseau c'est nécessaire. Et pour le recrutement, aujourd'hui c'est difficile de trouver des développeurs.
j'ai l'impression que développeur c'est devenu un métier alimentaire. Et du coup, si les développeurs veulent sortir un petit peu du lot, suffit d'aller dans des meet-ups, il suffit de montrer qu'on fait un peu plus que ce que le prof nous a dit, et tout ça, ça va donner envie aux embaucheurs de dire lui on l'a vu ici, lui on l'a vu ici, il se bouge un petit peu les fesses, il se bouge et tout ça. Ça va montrer que cette personne-là c'est un peu plus qu'un métier alimentaire, mais ça va être un métier, peut-être pas passion, mais qui va s'en rapprocher. J'ai parlé juste avant, ça va être rapide. Pour le côté réseau, je peux parler aussi du camping, qui est un accélérateur de start-up à Paris, qui s'est rappelé Next depuis et qui est en fait c'est fait par la cantine parisienne qui est Numa maintenant. Donc c'était avec Zero Yashi il y a quelques années, il y a 6 ans du coup. Et justement le côté réseau c'était hyper important parce qu'en fait on était 12 boîtes en même temps en open space. Et donc tous les matins, on avait, on était toutes les équipes de toutes les boîtes en même temps avec un énorme tableau blanc et on disait ce qu'on avait fait la veille, ce qu'on allait faire dans la journée et s'il y avait des choses, des problèmes qu'on avait eus, si on avait du réseau à faire, par exemple si quelqu'un connaissait une boîte et qu'on connaissait un contact sur tel média, sur tel truc. Et du coup on progressait énormément tous. Et c'était vraiment kiffant de voir en fait 6 mois après qu'il y avait telle équipe, tel machin qui était 12, 15, 20, qui savaient lever des fonds, c'était assez impressionnant. Et tout ça en fait on l'a eu parce qu'en fait on était quasiment 24/24 tous ensemble en fait, et peu importe les boîtes quoi. Et donc il y avait différents types de boîtes et je pense un exemple juste, il y a quelqu'un par exemple qui n'avait pas du tout le profil technique. C'était deux marketing, 2 commerciaux qui sortaient de l'école de commerce, du coup HEC, toutes les écoles parisiennes. Alors c'est pas méchant, mais en gros, ils n'avaient pas de compétences techniques, ils recherchaient une troisième personne et ils ne l'ont pas trouvé. Et au bout d'un moment, s'ils voulaient lancer leur produit, il fallait qu'un des deux se mette au dev. Et donc il s'est mis au dev et en fait tous les devs pas de corner mais du camping, du coup on l'a appris le dev petit à petit, du coup il a pu faire des formations, il a suivi des trucs en ligne et tout. Et en fait aujourd'hui, ce gars-là, c'est plus dans la boîte, mais il est CTO d'une énorme banque. Mais je ne citerai pas le nom du coup, mais voilà, et ça fait marrer parce que du coup, quand il arrive au camping, il ne développait pas du tout quoi. Donc, et c'est par justement le côté réseau, le côté meet-up et compagnie que du coup il s'est formé et qu'il a pris goût et que c'est devenu une passion à part entière. Pourtant, quand on est dans un écosystème, c'est peut-être plus simple de partir sur ce genre de choses. Mais quand on porte son projet de ses propres mains, est-ce qu'on a cette appétence-là? Après, juste pour revenir sur le réseau, il y a aussi les réseaux. En fait, moi, à la création, j'étais surpris de voir qu'il y avait autant de structures, autant de gens qui étaient prêts à m'accueillir, m'écouter et me conseiller. Alors, juste en les citant, bien sûr, il y a tout ce qu'on parlait, les écosystèmes, etc. Mais il y a aussi la CCI. Il doit y avoir des gens compétents qui étaient à la CCI. Je ne sais pas trop métier, mais ils étaient prêts à m'écouter. Il y a Bretagne Gestion Entreprendre, il y a plein de réseaux absolument qui sont prêts à t'écouter et te donner des conseils. Et ça, j'étais vraiment très surpris. En fait. Je ne m'attendais pas à avoir autant de choses, mais en creusant un petit peu, il y a pas mal de choses et plus que ce que j'imaginais. D'accord. Donc, tu as fait ce geste-là de ne pas rester en mode Steve Jobs dans ton garage, de sortir. Au début, je pense que c'est important justement, même avant de commencer à coder, de tester un peu son idée. Il y a bien sûr l'étude de marché, mais il y a aussi un petit peu tester, voir qu'est-ce qu'ils en pensent, et si je fais ça, essayer d'avoir des avis un petit peu différents, et des avis de professionnels ou des gens qui ont plus ou moins une expérience. Et ça rejoint le fait de rejoindre des réseaux comme The Corner ou la cantine, c'est qu'il y a des gens qui font, et il y a des gens qui ont fait. Donc, c'est toujours très intéressant de discuter avec ce genre de profil. Je veux juste rebondir un truc sur les accélérateurs, ces réseaux-là et tout ça. Il n'y a pas eu que des mauvaises expériences, mais faut pas boire non plus tout ce qu'on vous dit. J'ai plutôt tendance à écouter ce que les autres startups ont fait, là où ils se sont plantés, qu'il y a des gens qui se proclament coach de startup, accélérateurs, qui n'ont jamais créé une seule boîte de leur vie, et qui vont te dire que la semaine prochaine tu seras millionnaire et tu vas devenir une licorne. Bon, je caricature, mais c'est attention à pas boire tout ce qu'il y a dans les magazines, à pas boire tout ce qu'il y a chez les accélérateurs. Renseignez-vous aussi sur qui vous accompagne. Il y a plein de manières de faire, en fonction des boîtes. Une boîte B2B ne va pas se gérer de la même manière qu'une B2C. Et encore, ce que je suis en train de dire, c'est encore des généralités. Mais écoutez votre pif, renseignez-vous. La CCI, il y aura peut-être des bons trucs, il y en aura d'autres. Mais voilà, faites attention.
faut être ouvert, il faut pas tout boire non plus. Je pense qu'il faut être très critique. Enfin, il y a beaucoup de gens en fait, quand on crée une entreprise, on investit, il y a beaucoup de gens finalement qui investissent. Et il y a beaucoup de gens, du coup, c'est un business pour eux, c'est de profiter un peu de l'argent qui est mis, notamment au départ, et qui viennent vers toi et qui te proposent des choses qui ne sont pas forcément très intéressantes, nécessaires, ou finalement, il y a des arnaques, aussi par rapport à la création d'entreprise, donc il faut être critique. Je suis justement par rapport à ça, moi je suis méfiant généralement. En fait, tu as peur aussi de perdre ce que tu as fait ou qu'on te vende du rêve et tout ça soit faux. Clairement, moi je venais jamais à aucun meet-up ou quoi que ce soit parce que je me disais de toute façon c'est de la com. Parce que j'ai travaillé beaucoup en sous-traitance d'agences de com. Donc je sais très bien comment ça se passe et même des agences qui vendent de la pub dans des magazines. Tu vois qu'en fait il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de choses qui sont brassées et c'est rarement du concret en fait. Et donc j'évitais tous les meet-up et aussi je sacralisais aussi beaucoup les grands cadors de l'industrie. Je me disais de toute façon les meet-up dans le coin ça sert à rien. Ce qui compte c'est la Silicon Valley, ceci, cela. Je suis anglophone donc je regardais tous ces trucs là et je voulais atteindre ce truc là quoi. Et en fait du coup récemment je me suis mis à réseauter et on voit que on est tous dans la même galère ou dans le même état d'esprit finalement et que ça permet aussi de voir ce que les autres font, de pas forcément se jauger non plus, mais oui c'est important de voir que on n'est pas forcément des sous-hommes si on n'est pas Steve Jobs. D'ailleurs je l'aime pas particulièrement mais c'est important aussi de voir qu'on est tous qu'il y a plein de porteurs de projets, que tout le monde n'est pas un commercial qui va essayer de piquer tout le monde n'est pas une sangsue du capital, mais voilà ils sont pas là. En tant que technicien, tu vois la vente aussi comme quelque chose de ce que je disais au début, c'est une commission sur un travail quoi. Et je pense que rencontrer d'autres développeurs, rencontrer d'autres personnes qui produisent, c'est important pour sa confiance et pour du coup voir que je peux produire et on peut produire ensemble aussi quoi. Il y a juste un truc que je voulais rajouter vite fait, c'est qu'il y a aussi le côté, parce qu'on parle de réseau physique, il y a aussi des réseaux sur internet. Moi par exemple, Twitter m'a énormément apporté. Notamment quand j'ai créé avec mon associé la boîte à Norlay, on a directement été en contact avec le pays de Norlay, on a fait des événements ensemble, assez vite du coup avec d'autres personnes sur Twitter on a pu mettre en place des choses, et aujourd'hui LinkedIn fait aussi ce rôle là, c'est si vous voulez lancer un produit sur quelque chose, c'est pas parce que vous êtes à Brest et que la personne est à Paris, que la personne à Paris c'est pile poil le genre de personne qu'il vous faut pour avancer le produit, vous pouvez pas le contacter sur LinkedIn. Il ne faut pas hésiter en fait à y aller, et des fois peut-être côté technique on a peut-être des barrières justement à ce niveau en disant ces personnes-là vont peut-être pas nous répondre, on peut pas quelle est l'accroche pour accéder, et au final LinkedIn et Twitter permettent d'abaisser un peu des barrières, et au final les gens, que ce soit des profils marketing, vente ou dev, tout le monde se parle quoi. Après on peut tomber sur des cons, il n'y a pas de souci, mais aujourd'hui les barrières numériques, le numérique permet d'abaisser des barrières, donc il ne faut pas hésiter à aussi contacter via là, même par mail et compagnie. Je veux dire, tout le monde peut donner aussi des conseils, tout le monde peut essayer de maturer un produit. Moi j'avais autre chose à dire aussi, c'est ne pas hésiter d'aller dans des lieux d'échange comme des espaces de coworking ou autres, parce que ça permet aussi de discuter avec des personnes qui ne sont pas forcément du métier de développeur, et de pouvoir du coup échanger sur les différentes idées qu'on a, les différents produits. Et du coup c'est aussi une manière, rien que discuter avec une personne, de demander qu'est-ce que tu fais dans la vie et toi qu'est-ce que tu fais. Ça permet aussi du coup d'expliquer notre produit ou ce que l'on fait, et du coup de roder un peu nos discours potentiellement pour des clients ou pour des partenaires. Ça permet aussi du coup d'être plus à l'aise dans la discussion et
qui n'est pas forcément inné non plus, puisque le développeur, on a un peu une image d'être renfermé sur soi, et c'est pas forcément facile de s'ouvrir et d'aller échanger avec des gens, d'aller se vendre en fait, ou vendre son produit. Donc ça peut être aussi intéressant de faire du réseau, de discuter un peu avec des gens, même si c'est pas forcément beaucoup de personnes, mais un petit peu comme ça, de pouvoir du coup roder son discours, et tout en échangeant simplement. J'aimerais revenir sur un truc que vous avez dit. Entre les lignes, entre guillemets, c'est tous les gens qui vous vendent du rêve en vous disant que vous allez devenir le plus riche, le plus gros, le plus beau, le plus fort. Toute cette espèce de mode qui est autour des startups, qu'il faut être une startup, qu'il faut vivre en startup, qu'il faut lever des fonds et ne faire que ça toute sa vie. Quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce que vous êtes tombé dedans? Et comment est-ce que vous réagissez en fait par rapport à ça? Je pense qu'on peut être, pas forcément avoir un profil technique, mais on peut vendre une idée en fait, plus qu'un produit. Je pense qu'on peut vraiment créer un produit dans sa tête et aller le vendre à des VP, des fonds d'investissement, etc. pour monter et puis après investir et embaucher à partir de là. Je pense que c'est un modèle qui peut marcher, j'imagine, mais c'est un modèle qui est difficile et qui ne correspond pas à un profil technique, je pense. On a plutôt tendance, enfin moi en tout cas, à créer quelque chose et à aller montrer ce que j'ai fait pour vendre ce que j'ai fait. Et c'est deux mondes en fait, et je pense que les deux peuvent exister, mais ça correspond moins au profil technique. Je sais pas ce que vous en pensez. On n'a pas ça en France, des teachers. Aujourd'hui, sur l'investissement en France, c'est beaucoup plus compliqué qu'aux États-Unis. Quand en France on lève 100 000 euros, aux États-Unis ils sont en train de lever 2-3 millions d'euros. Moi, dans la boîte, je pensais vraiment pas qu'on aurait besoin de lever des fonds et j'ai jamais voulu. Et puis, je pensais que mon produit allait se vendre comme des petits pains et que du coup, j'aurais pas besoin d'investisseurs. Après, j'ai lu beaucoup d'articles où les startups, en fait, elles font toutes des levées de fonds. Donc, à un moment donné, justement, ce que je disais tout à l'heure, il faut pas tout boire, tout lire. À force de lire des articles comme ça, je me suis dit, Mathieu, il va peut-être falloir que tu fasses une levée de fonds. C'est quand le bon moment de faire une levée de fonds? Tu lis que des articles des États-Unis, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres d'échelle. Moi, j'avais pas envie de lever 100 000 balles. 100 000 balles, tu fais pas grand chose avec. Je voulais tout de suite lever plus, on n'avait pas les épaules pour avoir plus. Donc, on a cherché 300 000 euros. On vend des devis et de la facture, c'est super sexy. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas de blockchain, il n'y a pas de tous ces mots qui font un peu rêver tous les investisseurs d'aujourd'hui. Donc en fait, la levée de fonds, elle a été super difficile. Et au lieu de lever 300 000, on en a levé 150 et on n'a que la moitié pour le moment. Et ça a pris 2 ans. Aujourd'hui, je dis pas qu'il fallait pas le faire, mais c'est 2 ans de galère, de stress, où le moral il fait le yo-yo, parce qu'il y a une bonne nouvelle, après il n'y a pas de bonne nouvelle, et je me dis que de tout ce temps-là, je l'aurais mis à développer mon produit, je l'aurais mis à aller chercher du client, pour aller chercher 70 000 balles, peut-être que j'aurais dû le mettre dans mon produit. Il n'y a pas de bonne raison, il n'y a pas de bonne façon de faire, il n'y a pas de recette miracle. Il y a pas mal de gens aussi qui disent quand tu fais une levée de fonds, les investisseurs ils sont là pour récupérer leur somme. Donc ça veut dire qu'il va falloir racheter les parts. Moi je ne vais pas avoir d'argent, en tout cas je ne vais pas avoir une croissance comme ça pour être capable de. Donc en fait dans 3-4 ans, il va falloir que je refasse une levée de fonds parce qu'il va falloir que je rembourse mes investisseurs. Et puis les nouveaux qui vont être là dans 3-4 ans, ils vont vouloir que je les rembourse aussi, mais la boîte elle vaudra. Donc il va falloir encore que je refasse une levée de fonds. Et en fait c'est un petit peu le truc qui se mord la queue. Aujourd'hui, sur les levées de fonds aux États-Unis, les gens commencent à se dire ça va s'arrêter, les levées de fonds. Donc, je ne sais pas s'il faut y aller. C'est un peu compliqué. Donc, il faut se faire ça. Si on est capable de faire une boîte sans levée, tant mieux. Aujourd'hui, on est dans une société où tout le monde doit aller vite, tout le monde doit être le meilleur et plus vite que les autres. Et aujourd'hui, des fois, on n'a pas le choix que de faire des levées de fonds parce qu'il faut être capable d'aller plus vite que le concurrent. D'aller plus vite que le concurrent, ça veut dire aussi qu'au niveau du management, vous allez vous retrouver d'une équipe à 2, vous allez passer rapidement à 10, rapidement à 50. Faut avoir les épaules pour pouvoir gérer. Rien qu'en gestion d'équipe, au départ, on est 2-3 avec
des potes, c'est cool, on est 4-5, c'est toujours des potes. Une fois qu'on est à 10, tes potes, tu commences à leur parler comme des salariés, parce que tu peux pas parler à 50 salariés de la même manière que tes potes. Tes potes vont plus comprendre que tu ne parles pas de la même manière. Managérialement, c'est aussi compliqué de faire grossir une boîte quand on a des grosses levées. Donc, sachez ce que vous avez envie de faire, sachez quelles sont les épaules que vous avez aussi avant de prendre un mur. C'est bien. Puis après, c'est possible aussi parce que moi j'ai l'exemple avec Zorogashi par exemple. En fait, au camping, pendant 6 mois, il y a plusieurs, ce qu'ils appellent des démo days. C'est des conférences, des pitchs en fait, devant un panel d'investisseurs dans différentes villes. Il y avait Paris, il y avait Londres, il y avait Berlin, voilà, toutes les grosses villes. Et du coup, à partir de ça, il y avait des promesses d'investissement et compagnie. En fait, Zorogashi, voilà, il y a plein de regards qui disaient c'était même pas la peine, nous on cherche pas en fait à lever des fonds parce que notre business model il peut être rentable si du coup il y a tant d'abonnements par mois parce que c'est des comptes surface et les comptes surface ils sont prêts, ils ont quand même de l'argent, ils vous fait économiser tout un tas d'argent donc ils peuvent nous donner une part et voilà. Et donc quand il y en a plusieurs qui ont commencé à payer là-dessus, voilà, on en a refusé tous les parce qu'il y avait pas mal de peut-être un mauvais terme, de lèche-bottes en quelque sorte d'investisseurs qui voulaient investir, donc qui rappelaient, machin, et du coup c'était refusé, et en gros aujourd'hui ça fait 6 ans, 7 ans maintenant peut-être, ils sont une quarantaine de salariés, quand ils recrutent c'est une dizaine de personnes, du coup là il y a des annonces qui est sur le site, donc c'est possible aussi de scaler une boîte en ayant levé zéro quoi. Là, la boîte, elle appartient intégralement aux actionnaires qui étaient du début l'équipe originelle, quoi. Donc, c'est aussi possible de faire ça. Après, moi, ce que je dirais, c'est que là où je suis un peu entre les deux, c'est que je pense que pour aller à l'international, par exemple, avec un produit, c'est pas le cas de tout le monde, c'est une petite partie nécessairement, même si des fois on dit qu'on ne pense pas nécessairement le numérique, voilà, ça permet de voir l'international beaucoup plus vite. Je pense qu'une bonne majorité, c'est forcément le cas au début. Et donc des fois quand on a un produit, c'est vrai que pour aller à l'international, il faut peut-être lever des fonds parce que là ça nécessite du coup peut-être de faire des acquisitions en Italie, en Espagne, machin, pour aller plus vite, peut-être aussi avoir de l'engagement au niveau local. Mais c'est vrai que sur une seule région, sur un pays, peut-être qu'aujourd'hui c'est pas forcément... c'est le business model qui va faire tout, quoi. Donc si vous avez un business model vous avez réfléchi là-dessus et que vous avez, je sais pas, un abonnement, du SaaS, peu importe, vous allez peut-être ça va peut-être mettre du temps à avoir que la récurrence soit assez gros pour que le fonds de roulement puisse vous permettre pouvoir embaucher beaucoup plus de monde, mais ça va peut-être payer au bout d'un moment, quoi. Voilà. Après ça dépend de l'impact qu'on veut aussi avoir. C'est aussi, Zorogashi ça met un moment, voilà. Je pense que bien dit, la scope c'est encore différent. C'est notre philosophie. Ouais, mais c'est parce que déjà un associé, on ne peut pas vraiment avoir d'associé extérieur vu que faut que ce soit majoritairement les salariés qui ont les parts de la société. Donc c'est 51% du capital et 65% des voix qui doivent appartenir aux salariés. Donc ça limite tout de suite l'apport extérieur de ce côté-là. Et c'est un choix aussi qu'on a voulu faire parce que on voulait garder la main sur la boîte et ça se prêtait bien à nos choix. Puis après la scope, il y a aussi des scopes qu'on grandit. Il y a des dans très... le Nord. En fait, souvent l'idée qu'on se fait des scopes, c'est des sociétés qui ont été rachetées par les salariés parce que le patron partait en retraite ou ce genre de choses. Et donc il y en a beaucoup comme ça, mais il n'y a pas non plus que ce principe-là. Il y a des grosses scopes qui font plus de 1000 salariés, et du coup, quand ils réunissent une AG, il faut que tout le monde puisse décider, donc que tout le monde puisse voter. Il y a différentes tailles de scope. Nous on est 3 pour l'instant, donc les décisions sont assez simples à prendre. Après, pour des plus grandes structures, il y a des conseils qui sont mis en place pour la gestion, toutes les gestions annuelles, entre guillemets, les petites décisions à prendre pendant l'année. Après, c'est aussi, du coup, ils n'ont pas besoin d'investisseurs extérieurs non plus. Paradoxalement, les CK qui ont monté en capital, on revient sur ce que vous disiez, c'est donner un peu
de votre bébé, de votre chose, à quelqu'un d'autre, et donc quelque part déléguer encore une part de responsabilité en fonction de... C'est une charge aussi morale. Hein. Et c'est une charge morale, puisque ça devient quelqu'un qui vous accompagne tout au long du projet, qui potentiellement a son mot à dire en fonction de sa philosophie, etc. Mais c'est plus facile de le faire pour des salariés par exemple, c'est même naturel en fait, parce que du coup ils sont à l'intérieur et du coup qui prennent part aux investissements, qui soient dans la boîte sur du long terme, la fidélité, tout un tas de choses. C'est leur projet aussi, ils sont là au quotidien. Mais c'est vrai que quand c'est des personnes extérieures qui sont là dans un sens business, du coup, faire profit. Après, il y en a qui sont pas nécessairement. Il y a des fonds, par exemple, sur des boîtes à impact qui sont pas forcément dans ce sujet-là. Il y a des investissements qui sont. Enfin, prends la nef par exemple, c'est un investissement qui est quand même dirigé vers des boîtes spécifiques. Mais c'est vrai que la charge morale, je la comprends tout à fait. Je vois le côté positif. Si vous n'avez pas compris depuis le début que c'est le genre de choses qui me fait peur, qui fait que je venais pas au meet-up, tout ça. Aujourd'hui, je vois ça comme un bon moyen de faire de l'acquisition aussi, quoi. C'est d'inclure un acteur peut-être dans le même secteur d'activité de l'appli qu'on lance. On vend une partie de son produit, mais peut-être qu'on peut bootstrap, on peut lancer son projet avec beaucoup d'utilisateurs d'un coup. Ou si vraiment on a un projet ambitieux, ça peut faire du sens. Sinon, je trouve qu'on vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi. Donc, on voit aussi que si on regarde que les trucs américains, on se dit on n'a pas de boîte si on n'a pas fait de levée, quoi. Je pense qu'il ne faut pas voir ça comme ça. Il faut voir que si on a un produit, que vraiment on a une grosse ambition, ça permet de... il y a des produits qui ne peuvent pas se lancer si on n'a pas beaucoup de personnes dessus. Je vois pas comment on fait autrement, quoi. Si on a vraiment un produit utilitaire, après derrière peut-être qu'il peut grandir de façon organique, quoi, mais ça dépend du projet, quoi. Avant je voyais ça comme forcément mal entre guillemets, ou mauvais pour moi en tant qu'entrepreneur qui veut garder ma société. Je me dis pourquoi je lèverais des fonds, ça sert à rien. Mais des fois oui, pour grossir d'un coup, parce que c'est ça qui est aussi difficile, c'est grossir sans se planter en plein milieu avec une embauche ou une connerie. Peut-être que des fois, il vaut mieux lever des fonds, pouvoir payer quelqu'un justement pour gérer cette partie embauche, avoir de la RH. Il faut voir ça comme un investissement et pas comme une fin en soi, quoi. Faire une levée pour faire une levée, comme on a dit, ça peut... Faut pas faire une levée pour faire une levée. Nous, on a voulu faire une levée parce qu'il y a un moment donné, on avait besoin de marketing, on avait besoin de budget publicitaire et on n'avait pas cet argent-là. Et puis on dépensait beaucoup plus d'argent que ce qu'on gagnait. Donc quand les banques elles suivent, c'est bien. Il y a un moment donné, on a tellement de dettes que les banques elles suivent plus. Donc la seule solution, c'est de trouver des investisseurs. Et après, ce que je voulais dire sur les investisseurs, il faut aussi arrêter de croire que les investisseurs, ils sont là pour piquer la boîte, pour qu'ils auront leur mot à dire. Ça dépend, si vous lâchez 50% de votre boîte, oui, à un moment donné, ils vont avoir leur mot à dire. Mais si vous faites des petites levées, que vous ne voulez pas trop vous faire diluer, si votre investisseur il a 5%, il fait rien avec 5%. Alors, dans les droits, il ne fait rien. Si vous voulez qu'il remette au second tour, il va peut-être falloir aussi être conciliant avec votre investisseur qui a remis de l'argent. Mais souvent, les investisseurs, ce qu'ils vont rechercher, c'est de vous aider financièrement, peut-être au niveau des partenariats et tout ça. Dans tous les cas, c'est rare que les investisseurs vont vous obliger à prendre des décisions. Souvent, l'investisseur, s'il a mis de l'argent dans votre boîte, c'est qu'il croit en vous, c'est qu'il croit en l'équipe. Et il croit à votre sens de gérer la boîte. Et donc, si l'investisseur commence à vous obliger à prendre des décisions qui ne sont pas les vôtres, il va droit à se casser la gueule. Donc, il faut faire attention. Souvent, c'est pareil, c'est du copinage. C'est comme trouver son associé, on en parlait tout à l'heure. Un investisseur, on va le garder 5 ans. Si on s'est croisé, qu'on a bu une bière, merci, tu me fais un chèque, et on ne le connaît pas et qu'il va falloir le garder 5 ans, ça peut être un peu compliqué à gérer. Donc il faut apprendre à se faire connaissance, pourquoi il va investir dans la boîte, vers quoi on veut aller, comment il va sortir, et tout ça. Donc, je pense qu'en fonction des besoins, de pourquoi on a envie d'investir, il ne faut pas voir l'investissement
que comme négatif. Il faut faire attention, il y a du bien et du moins bien, comme partout. Moi, je rejoins Benjamin et pour mon cas personnel, en fait, au choix du projet, j'ai choisi un projet parce que je savais que ça pouvait avoir une croissance naturelle. Que dès le début, je n'avais pas besoin de. Je ne voulais pas créer une compagnie aéronautique et je n'avais pas besoin de lâcher 400 millions pour acheter des avions, quoi. Et c'est quelque chose qui est possible aussi de faire avec nos genres de structures, c'est d'avoir une croissance naturelle et c'est en fonction du choix du projet. Après, il n'y a pas de recette de cuisine pour créer une entreprise parce que tous les cas sont particuliers. On a tous des envies particulières et le produit qu'on va vendre, il est tout le temps différent et il s'adresse à des populations différentes et forcément on peut avoir besoin de ça ou de ça ou de ça ou de ça. Il n'y a que des conseils à prendre en fait, il n'y a pas de recette à prendre. Pareil, même dans ton type de projet, tu aurais pu laisser sur la banque de 30 000 € et histoire d'assurer une année, lancer le projet, voir comment les choses évoluent. Mais c'est pas quelque chose qui t'a intéressé, toi. Tu étais dans une situation qui... Moi, ma situation personnelle, en fait, j'ai eu la chance de quitter en très bon terme mon entreprise et du coup d'avoir l'aide de Pôle emploi, parce que Pôle emploi c'est une grande aide pour les créations d'entreprises en France. Ça permet de s'assurer du coup une sécurité, le temps de démarrer le projet. Et sans cette aide-là, je ne sais pas si j'aurais sauté le pas. Peut-être qu'ils se trouvent fort là-bas. Moi, c'est grâce à Pôle emploi que j'ai monté la boîte. Aujourd'hui, je trouve que le meilleur moment de monter une boîte, c'est quand on est étudiant, quand on a fait un contrat pro, parce que le contrat pro ça donne au chômage et qu'on habite encore chez papa-maman et on a en plus des copains qui travaillent dans différents domaines et on peut y aller, on a peu de risques. Une fois qu'on a une maison, des enfants à gérer, qu'on vient de quitter son boulot et qu'on a démissionné et qu'on n'a pas le droit au chômage, aller voir le banquier pour lui dire qu'on va monter une boîte en informatique, justement, je voulais rebondir à ça là-dessus. L'informatique c'est bien parce que c'est vrai qu'on a juste besoin de son PC pour démarrer. Par contre pour aller chercher de la dette bancaire, le banquier quand il va te dire l'argent ça va servir à quoi, ça va me servir à payer mon salaire. Le banquier souvent il a un petit peu du mal à prêter pour du salaire. Par contre si vous faites des projets où il y a du matériel, des machines-outils, du stock, ce genre de choses, là le banquier il veut bien vous prêter de l'argent parce que si vous crachez, il y aura des machines-outils, il y aura du stock à revendre et il va pouvoir récupérer derrière. Donc il faut faire attention. Bon, souvent on dit qu'on va acheter des serveurs, même si aujourd'hui il n'y a plus personne qui achète des serveurs. Le banquier il a rien. Il arrive toujours à se débrouiller. Après il y a le comptable il faut aussi lui dire. Bon, il y a un moment donné on devient schizo, mais ça c'est un petit jeu dès le début à faire. Mais je sais plus ce que je voulais dire, donc c'est pas bon. Ouais, juste pour l'emploi, justement, moi j'ai fait tout l'inverse. Mais là, je fais tout correctement. Là. C'est que moi, quand j'ai fait la boîte avec mon associé, là, c'était un gros fail, même s'il y a eu des choses intéressantes. Moi, je sortais de 2 ans et quelques d'indépendant. En tant qu'indépendant, on n'a pas le chômage. Quoi. Je veux dire, c'est zéro. Quoi. Mon collègue, il sortait de 5 ans de CDI. Il avait le chômage, quoi. Donc on se tirait zéro, donc c'était pas évident. Et puis voilà, quoi. Sauf que là, du coup, maintenant, après 5 ans de salarié, on a Pôle emploi. Donc c'est vrai que Pôle emploi, c'est le premier investisseur de start-up en France. Quoi. Et ça, il faut en profiter, quoi. C'est clair que, alors, peut-être pas le dire clairement, mais généralement, moi je vais le tester là prochainement, c'est juste théoriquement, quand on dit qu'on fait une boîte, Pôle emploi nous fout la peine. Donc, voilà. J'ai eu un rendez-vous de Le premier. rendez-vous collectif. Puis là, le risque, il n'est pas considérable. Par exemple, sur un projet que je veux faire, forcément, j'ai besoin d'un certain minimum d'argent pour lancer les choses, parce qu'il y a aussi il y a d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant 2 ans, je vais toucher 115% de mon salaire d'aujourd'hui. Et puis en faisant des choses, ça suffira, quoi. Et au pire, je me plante, c'est pas hyper grave. Sauf que la dernière fois, je me suis planté et voilà, j'avais quand même 10-15 000 € à rembourser à la banque parce que la banque faisait chier. Et puis le RSI qui est passé par là et toutes les conneries monumentales du RSI. C'est pour ça que j'ai aussi mis en salariat parce que je pouvais pas repartir en indépendant parce qu'ils me demandaient de l'argent dès que je me remettais à mon compte, quoi. Mais bon, ça c'est encore un problème. C'est le RSI et comme il n'existe plus quasiment. Ouais,
J'attends de voir. Ouais, voilà, J'attends de exactement. voir. Alors, tu as ouvert le sujet. Est-ce qu'il y a une histoire croustillante d'échec, pas forcément monumentale, hein, de toutes les façons, on s'en relève toujours. Est-ce qu'il y a une étape qui vous a marqué ou ça n'a pas marché comme prévu, quoi, tout simplement? Il y a toujours des choses qui prennent du temps. Après, moi, personnellement, j'ai pas comme ça d'échec monumental, mais c'est vrai que des points de blocage, finalement, qui prennent toujours plus de temps. Blocage, ok. Plus ça. Ben, avec quelle Ça, pas période de croustillant. D'accord. Après, moi, j'en ai plusieurs, notamment à travers cette boîte-là, mais c'est l'échec, on en tire tout un tas de choses. Moi, les raisons de cet échec-là, ils sont importants. C'est ne pas écouter les conseils d'entrepreneurs, de personnes qui sont dans le métier et qui te disent là, tu vas faire une connerie et toi, t'es aveugle, tu vas quand même. Donc ça, c'était juste énorme. Le fait de s'associer avec un très bon pote avec qui j'ai fait toutes mes études, du coup, ça peut très bien marcher, hein. Il n'y a pas de souci. Il y a plein d'histoires où ça marche, mais il faut justement juste faire, je pense, faire des métiers différents. Parce que nous, en l'occurrence, c'était de dev, on ne savait pas se vendre, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, et en gros, comme les dispositions dans la boîte, les réparties n'étaient pas forcément claires, moi j'ai pris par exemple malheureusement un peu trop le dessus, et du coup la boîte ne ressemblait plus forcément à ce que mon associé voulait. Ça a provoqué des tensions, et quand le bateau tanguait, il est parti, et je me suis retrouvé comme un con parce qu'on avait investi en termes de com sur des choses, et j'avais 3000 flyers et conneries dans le genre chez moi, et j'ai pas envoyé. Donc, et ce que j'ai fait, c'est que pendant 3 mois, j'ai essayé tout seul de voir si je pouvais effectivement continuer. Et puis je me suis rendu compte que c'était juste un non-sens parce que j'avais des bureaux, parce que j'avais vu trop important, tout simplement, parce que c'était un autre fail de ce projet-là, c'est que je me suis attaqué directement, je me suis placé, on va dire, sur le milieu haut de gamme directement de la prestation, et sûrement là, il n'y avait pas trop de soucis parce que rien n'existait et qu'il fallait créer l'écosystème, mais ça mettait du temps. Par contre, sur West aux alentours, c'était une connerie sans nom parce que s'attaquer à des gros qui existent déjà, c'est perdre son temps, quoi. Il faut mieux faire avec plein de petits et puis faire des steps au fur et à mesure, quoi. Après, niveau financier, il faut faire gaffe. Le numérique permet de pas trop perdre d'argent. Donc voilà, et puis après sur tout le côté marketing aussi, nous on n'a pas forcément fait beaucoup de choses là-dessus, et pour autant, même dans une web agency, parce qu'en l'occurrence c'était une agency, on a le moyen de faire beaucoup d'acquisitions en ligne, et il suffit juste de connaître un peu le référencement, de connaître un peu comment le My Business fonctionne, et ça c'est des petites astuces que tout le monde peut apprendre facilement, et nous on l'a pas fait du tout à l'époque, et si c'était à refaire, je le ferais, c'était un gros... Voilà, J'ai pas d'exemple particulier, sauf que j'ai l'impression que je fail en permanence par rapport au fait que je suis toujours tout seul, donc on est à 2. non, mais voilà, c'est pas... Je me paye, et je me paye bien depuis 10 ans, mais j'ai fail à plein de niveaux tout le temps, dans le sens où aujourd'hui j'ai rien, un tarif précis. Voilà, vous pouvez pas venir chez moi, avoir une plaquette, et l'objectif c'est que, alors c'est aussi un positionnement, et c'est ce qui fait que j'ai des clients, c'est que je m'adapte, mais donc soit c'est une réussite, soit c'est un fail, ça dépend comment on voit le truc, mais oui, ça marche depuis 10 ans. Oui, ça marche depuis 10 ans, donc c'est une réussite, mais je veux dire que du coup je fail par rapport à mes ambitions plus que par rapport à un truc concret, quoi. C'est mieux ça que de fail par rapport à un projet concret où on s'est engagé, on a acheté les flyers, quoi. Donc je veux dire, ce qui est important dans le digital, c'est qu'on peut adapter, quoi. Et il faut justement là, on a des projets où j'ai des projets avec des entrepreneurs où je m'engage, et faut pas forcément toujours voir trop grand, et on peut itérer, et, même par rapport au serveur, pour rebondir là-dessus, ça m'arrive de me dire tiens, je vais faire un truc de fou, ça va m'arranger pour tous mes clients,
et puis je me lance à faire un truc que maintenant OVH fait pour 50 balles, ça me coûtait 400 € par mois l'année dernière, c'est des sous perdus, quoi. Ça servait à rien. C'était super. C'était super. Mais faut savoir se remettre en question et vaut mieux fail rapidement que voilà, j'aurais préféré couper mes serveurs plus tôt. Mais non, faut savoir couper court en fait, je pense. Ça c'est une énorme question, ça, de savoir quand est-ce qu'il faut passer le rideau, quoi. Que ça sent pas bon. Dès que ça sent pas bon, faut se sentir. Ouais, parce qu'il faut quitter proprement, mais en même temps, c'est comme si ton bébé, tu peux pas forcément voir la réalité en face. Et c'est forcément simple. Ouais. Surtout si tu peux aller nulle part. Bah ouais, c'est clair. C'est un gros débat, ça. Nous, on a eu peut-être un premier souci. Enfin, le souci qu'on a eu au début, c'est qu'on a été du coup 3 mois sans clients. Et on a peut-être voulu se lancer un peu trop vite au final, parce que entre nous, quand on a discuté en 1 ou 2 mois, on s'était dit ok, c'est bon, on se lance. On a pris les décisions super vite. On a posé nos démissions. Et au final, on n'avait pas de clients quand on s'est lancé. Quand on a lancé la boîte, on n'avait pas pris forcément le temps de se former ou de regarder comment faire de la prospection de clients, ce genre de choses. Du coup, on a passé ces quelques mois où on n'avait pas de clients à chercher. C'est un peu moi, c'est la seule ombre à l'histoire pour l'instant que je vois. On a eu du mal au début. Du coup, le conseil serait peut-être de prendre, de réfléchir mûrement avant de prendre sa décision et d'acter la démission ou autre chose. Après, nous, du coup, ça s'est bien fini entre guillemets puisque on a trouvé des clients au bout de 3 mois, donc maintenant on a une activité pérenne. Mais c'est vrai que ça peut être un risque aussi de se lancer à l'aventure sans parachute entre guillemets, quoi. Faut quand même mesurer les risques et faire attention. Pareil, beaucoup de petits fails, il n'y a pas eu de gros fails parce qu'il faut savoir rebondir au bon moment et arrêter le plus rapidement. Je pense que mon plus gros fail, c'est de ne pas m'être écouté assez rapidement justement. Et pour cette levée de fonds, on a voulu passer par une plateforme de crowdfunding, et en fait dès le début ça puait, je m'entendais pas du tout avec les personnes de cette plateforme là, et en fait j'aurais dû dire stop, on arrête là parce que humainement ça n'allait pas, et j'avais tellement peur de crever au mois de septembre que j'avais l'impression que c'était plus possible de faire demi-tour, et au mois de septembre on vivait encore, la levée de fonds n'était toujours pas faite et j'avais dépensé plus de 10 000 balles dans des frais, dans des machins, dans des trucs, et ça m'a perdu un temps. Ça c'est mon plus gros échec personnel, de me dire Mathieu, tu sais que t'as un putain de bon nez et tu l'as pas écouté, quoi. Donc, pour moi il faut savoir s'écouter, il faut savoir se lancer, et puis quand il y a des cons qui sont en face, de toute manière on sait qu'on n'arrivera pas à faire de business, ça sert à rien de forcer, quoi. C'est comme ça, on s'entend pas. Ok, donc du coup, niveau conseil, donc toi tu partirais sur ça. S'écouter soi-même, D'abord s'écouter. Ouais. Ah ouais. Et après, c'est pas grave d'avoir des échecs, il faut savoir rebondir, il faut pas avoir peur de rebondir. Et puis plus on bondit rapidement, et puis moins l'échec est haut en fait. Donc, et pour ça c'est mesurer, s'écouter, ne pas regretter, c'est comme ça qu'on avance aussi. Et puis c'est normal dans la vie de faire des échecs, je crois que tout le monde en a fait. Tu t'écoutes pas, tu regrettes. Hein. C'est là où tu regrettes, c'est quand tu t'écoutes pas. Oui, tout à fait. Il faut compter, peu importe le coût, quoi. Enfin, le coût. Le problème de s'écouter, c'est qu'à un moment donné, on se dit, là, l'échec, si je reviens en arrière, ça va me coûter trop cher. Donc en fait, on n'ose pas s'avouer de l'erreur. Et puis on attend. Puis en fait, plus on attend, plus ça coûte cher. Et moins on peut arrêter, et moins on peut revenir en arrière. Alors que si vous arrêtez très rapidement, votre connerie, elle vous a pas coûté cher. Et vous pouvez vite refaire une deuxième connerie derrière. Alors que si vous attendez faire une énorme connerie, vous en aurez le droit qu'à une seule, quoi. Donc c'est à vous de voir. Moi, je préfère en faire plein de petites, quoi. Du coup, même question pour les autres. Quel serait votre conseil par rapport à l'expérience que vous avez vécue à
à tous ceux qui sont venus nous voir, tous ceux qui vont nous regarder ultérieurement et qui ont peut-être une idée en tête, qui veulent se lancer. Au feeling. Peut-être dans l'ordre. Ouais, moi, c'est ce que je disais du coup tout à l'heure, c'est prendre son temps quand même, mesurer et être sûr de soi entre guillemets, et comprendre aussi pourquoi ça marche pas. Mine de rien, il faut quand même analyser ce qui se passe mal pour pas reproduire les mêmes erreurs. C'est important, je pense. Là on parlait d'échecs et tout, ça fait très sur la fin ça fait négatif et on a parlé de problèmes qui puissent arriver. Après moi je trouve que humainement c'est très épanouissant de se dire que on subvient à ses propres besoins. C'est impossible d'imaginer que j'aurais pu apprendre autant de choses autrement. En plus j'aimais pas tant que ça à l'école, j'ai fait un bac+5, mais voilà, j'accrochais pas tant que ça. Là, tous les jours, j'apprends, je regarde des conférences tout le temps, je suis happé par le truc. Je pense qu'il y a besoin d'un profil, ça dépend de ce qu'on fait après, mais je pense que si on a envie de se lancer, il faut vraiment le faire parce que c'est les regrets qui nous hantent après. La vie est trop courte pour se dire tiens, il faut une sécurité de l'emploi, faut y aller quoi. Réfléchir mûrement son projet et se lancer pour faire plusieurs bêtises plutôt qu'une seule grosse. Effectivement. Il y avait un truc qui était au camping, ce qu'on disait souvent, on se prenait énormément de claques par des entrepreneurs qui étaient là résidents, on appelait. Notamment il y avait la doctrine de camping, c'était no bullshit en fait. C'est dans le sens, il fallait vraiment savoir entendre toutes les claques qu'on nous mettait en fait. C'était pas juste du politiquement correct, c'était même pas du tout. Et donc, à travers ça, je veux dire, c'est important de aussi comprendre que quand vous avez un projet, si c'est un projet produit ou si même c'est indépendant, il y en a 50 000 qui ont la même idée au même moment. Et donc, il ne faut pas ne pas parler de votre projet, quoi. Bien au contraire, il faut aller s'entourer, il faut aller justement essayer d'aller voir des personnes. Il faut, par exemple, si vous avez des concurrents, il faut essayer d'avoir des retours des personnes qui ont été chez les concurrents. Il faut discuter, en fait, il faut sortir de sa bulle, en fait, faut vraiment. Et il y a un truc que moi, vraiment, j'ai commencé à faire dans le cadre de mon projet d'après, c'est de constituer un board. Alors, c'est un terme un peu galvaudé, un peu au niveau startup, mais c'est plusieurs personnes qui me sont proches, qui ont aussi fait de l'entreprise et qui vont m'aider tous les mois à positionner en fait des questions que j'aurais, des problématiques du réseau par exemple qui me manquerait. Du coup je trouve ça hyper important parce que quand on se lance, que ce soit tout seul ou à 2-3, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui nous entourent à côté, quoi. Que ce soit des personnes sur Technopole, que ce soit des entrepreneurs qui sont déjà sur place. Il faut s'entourer. Donc moi c'est comme ça que c'est vraiment sortir faut pas hésiter à sortir de sa bulle pour maturer son projet parce que c'est hyper important quoi. Il faut pas s'entourer de papa et maman. La famille, ils vont toujours te dire que ton projet c'est le meilleur, vas-y mon enfant. Faut s'entourer de gens d'un board d'entrepreneurs et ils n'ont pas un avis objectif, les proches et la famille. Voilà. Excusez-moi. Moi ça rejoint un peu tous les avis, mais je pense qu'il faut vraiment rester ouvert, rester curieux. Je ne pensais pas apprendre autant de choses et faire autant de choses de par moi-même en fait. Et maintenant je pense que c'est quelque chose qui vient plus naturellement en moi d'être curieux et de me dire tiens ça, je connais rien mais je vais voir comment ça marche. Je vais essayer de faire ça et puis on verra ce que ça donne et puis si j'y arrive pas je délèguerai ou je trouve un prestataire pour le faire ou un outil qui le fait très bien. Mais je pense que il faut rester curieux et ouvert et se dire qu'on peut faire plein de choses et qu'on a tous les outils. Internet c'est un super outil, ça permet de se former plein de choses. Donc, on n'a pas parlé des formations, tout ça, mais sur YouTube, sur Udemy, sur plein de choses, en fait, ça coûte rien et on apprend énormément. Ça prend du temps, par contre, mais je pense pas que ça prenne beaucoup plus de temps qu'aller en cours. Même moins de temps qu'aller en cours. Du coup, non, il faut, je pense, vraiment rester curieux, s'ouvrir à plein de choses. Et encore une fois, trouver les bons réseaux, trouver les bonnes personnes avec qui communiquer et puis ne pas hésiter à parler de ce qu'on fait et parler de ses problématiques et pas rester dans son coin.
Super, ça sera le mot de la fin. Restez curieux, restez ouvert, essayez vite, essayez fort. Et surtout essayez après que ça a échoué. C'est sur cette conclusion que on va terminer le débat, tout simplement. Donc merci à nos 5 invités. La soirée n'est pas terminée, il y a encore de quoi grignoter, il y a de la pizza qui va arriver. N'hésitez pas si vous voulez échanger. Nous sommes là pour toute la soirée. Merci. Merci Régis d'avoir organisé. Merci. Juste, les pizzas vont arriver dans à peu près 10-12 minutes. Donc voilà, restez quoi. Il y a largement ce qu'il faut et puis ça va permettre de continuer les échanges. Si vous avez des projets et compagnie, on est ravis d'échanger avec vous. Après, ouais, on peut faire des questions aussi. C'est dans l'idée, en fait, j'entends bien, il y a croissance organique, on peut penser un peu sous perte de emploi d'une certaine manière, parce qu'on a du chômage qui tombe, etc. Mais à quel moment, je pense que peut-être plus à toi, à quel moment tu as décidé vraiment en fait, de scale et de dire là, par exemple, il faut que soit j'ai levé des fonds, il faut que j'aille recruter. À quel moment tu prends une décision où en fait, tu n'es plus le seul et tu vas être vraiment obligé en fait, d'être, comme tu dis, entouré, parce que c'est un point financier. Parce que pour l'emploi, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, par exemple, on va dire les aides que tu peux avoir, mais on sait très bien que ça va arriver souvent à court, avant même que tu aies eu assez d'acquisition pour assurer, on va dire, des revenus réguliers, des choses comme ça. Moi, moi, pour la création, j'ai dû faire 18 mois de Pôle emploi, donc j'avais pas le choix, c'est qu'après mes 18 mois, il fallait que j'arrive à me verser un salaire. Sur le prévisionnel, au départ, il est tout beau, et puis tu penses déjà que tu vas pouvoir te verser un salaire avant que le Pôle emploi s'arrête, sauf que c'est souvent pas vrai. Du coup, tu vas voir les banques, tu vas leur demander de l'argent, tu leur dis que tu vas acheter des serveurs, mais en fait, c'est pour te payer un salaire. Et puis ça avance comme ça, et puis après, moi je suis quelqu'un d'assez impatient, donc j'avais besoin de m'entourer aussi pour pouvoir être rassuré quand on prend des décisions, qu'on soit deux à les prendre, ou de peser le pour et le contre. Et puis après, on a commencé à faire de l'argent, on a réussi à avoir de la dette, il y a quand même beaucoup d'aides des régions et ce genre de choses, donc en fait on a réussi à financer les salaires de cette manière-là. Après, je me voyais qu'en prenant quelqu'un en marketing, en prenant quelqu'un en plus en dev pour m'aider et tout ça, ça allait me permettre d'accélérer, d'aller plus vite. Et puis, on n'est pas allé vraiment plus vite. En tout cas, les ventes n'ont pas décollé comme on pensait aussi. Et donc, il y a un moment donné, tu crames 4 fois plus que ce que tu gagnes. Et donc, on n'avait pas le choix. Donc, c'était de faire une levée de fonds. Alors, la levée de fonds, faut s'y prendre à l'avance aussi, mais j'avais envie de grandir plus rapidement. Je voulais pas faire une énorme levée de fonds, mais quelque chose de moyen. Et en août dernier, j'ai été obligé de me séparer de la moitié de l'équipe parce que j'avais plus du tout d'argent non plus, donc c'est pas facile à faire. J'ai eu de la chance d'avoir une équipe qui m'a comprise, parce que je virais pas les gens parce qu'ils n'étaient pas compétents, je les virais parce que j'avais plus d'argent. Maintenant ça va mieux, maintenant on fait de l'argent, maintenant on est à l'équilibre, maintenant on va réembaucher ceux qu'on s'est séparés. Et du coup aujourd'hui j'ai pas du tout envie de revivre ça. C'est chiant de dire à tes collègues on va être obligé de se séparer, point barre. Donc en fait tu le vois, par contre ce que je dis c'est regarder combien tu crames, qu'est-ce que tu veux faire en argent, et il faut analyser comptablement parlant ce que tu penses avoir. C'est bien beau les prévisionnels, moi j'appelle ça la boule de cristal parce que quand je suis pas bien j'augmente les chiffres et puis je deviens millionnaire, quand je suis pessimiste j'ai envie d'arrêter tout. Donc tu tournes des boutons et tu as les courbes qui font n'importe quoi, donc c'est vraiment une boule de cristal. Par contre, suivre le réel, où c'est qu'on en est, de combien tu crames au jour le jour, de combien tu gagnes au jour le jour, c'est ça qui te permet de dire, parce que arrêter une boîte, on ne l'arrête pas du jour au lendemain. L'arrêter de la bonne manière, ça prend quand même du temps, ça coûte de l'argent d'arrêter une boîte, donc il faut un minimum piloter sa boîte aussi, quoi. Donc, je n'ai pas vraiment la réponse. Il faut suivre, piloter. Si vous m'entendez, si on t'entend. c'est bon. Ouais. Comme la question du
financement a été abordé. Donc, moi, je suis à la base docteur en informatique. On peut dire que je suis entrepreneur pour les techs, mais pas forcément par les techs. Parce que après ma thèse, j'ai travaillé plutôt en conseil en financement d'innovation. J'ai travaillé dans le cabinet. Et aujourd'hui, je me suis mis à mon compte. Donc, ce que j'ai fait à Brest, en fait, c'est accompagner les entreprises à détecter dans l'activité des opportunités de financement d'innovation et l'amortissement de l'effort d'innovation. Donc, aujourd'hui, la question a été abordée, mais plutôt sur le financement privé, donc le financement du public, à savoir les fonds d'investissement. Il faut savoir qu'il n'y a pas que ça qui existe, et même sur le financement privé, le niveau de participation n'est pas tout le temps pareil, et c'est le niveau de participation qui va déterminer finalement la nature de votre lien. De 0 à 25%, on va parler plutôt que votre société est autonome, parce que le groupe qui vient investir dans le capital et investir en fait de façon moindre, donc on dira que vous êtes autonome. De 25 à 50%, on dira que vous êtes partenaire, et au-delà de 50%, là on considère que vous êtes lié. Et à ce moment-là, au niveau des financements publics, c'est vraiment déterminé. Donc au niveau de la région, si je parle des financements publics, au niveau de la région, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a des appels à projets qui sont fréquents dans le cadre du plan stratégique régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Et dans ce plan-là, justement, il y a une stratégie de soutien spécifique dédiée à l'innovation. Donc, allez-y, regardez, souvent, il y a des appels à projets dans ce cadre. Au niveau national, il y a des subventions qui sont accordées par la banque d'investissement qui suit le projet des études jusqu'à l'industrialisation et l'internationalisation, des dispositifs qui sont adaptés. Il y a au niveau européen des financements qui existent dans le cadre de l'appel à projet Horizon 2030. Mais il y a des choses qui existent. Donc vraiment, voilà, c'est à disposition des entrepreneurs. Et justement pour finir, sur l'écosystème, on a parlé aussi de l'écosystème, de ce qui se passe autour des start-upers. À Brest, il faut savoir que c'est très favorable l'écosystème. Brest, je pense que depuis 2016, est labellisé Métropole French Tech. Et aujourd'hui, Brest s'est mobilisé avec des acteurs du territoire pour justement candidater au titre de la grande capitale French Tech, qui permet justement d'aller accompagner des startups qui ont une forte croissance vers l'international. Et justement, dans cette candidature, les objectifs sont très ambitieux et présentent des opportunités pour les entrepreneurs du numérique, des tech, parce que justement, il est prévu 3000 emplois créés dans le cadre de ces candidatures. Voilà. Si toutefois Brest accède à cette candidature. Donc il y a des choses qui se passent aussi bien au système que sur le financement. Donc je vous exhorte à suivre ça de près et puis on pourra en discuter si vous souhaitez par la suite. Moi j'ai juste deux choses à dire par rapport à ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, mais moi j'ai deux expériences par rapport à ça. C'est au Conso 2, on est labellisé Ajurin, que tu connais probablement, au réseau, voilà. On est sur deux projets européens. Instrument PMO. Comment ? Instrument PMO ou... Il y en a, c'est deux gros projets en fait qui sont des consortiums avec des pays en fait du coup. Ouais. Et donc c'est super intéressant. Par exemple, je suis allé il y a 3 semaines à Athènes pendant une semaine, c'était cool. Enfin, du coup, je suis plus resté le week-end, donc du coup, ouais, tu fais un peu le tourisme aussi. Et puis en même temps, tu bosses avec les différents projets, avec les différents intervenants qui sont autrichiens, qui sont espagnols, qui sont portugais, qui sont italiens, qui sont. Enfin, du coup, c'est super. C'est un peu comme Erasmus, quoi, côté entreprise, quoi. C'est assez cool. Et puis il y a des boîtes qui sont, par exemple, il y a le EDF autrichien qui était là, il y a des consultants qui viennent de Suède, enfin c'est c'est assez sympa ce côté consortium. Par contre, ça consomme énormément de temps. Alors certes, ça peut financer considérablement. Nous, c'est ce qui nous paye clairement nos salaires. On a aussi d'autres revenus, mais 80% ça vient de là. Voilà.
Et ils sont hyper rigoureux. Donc moi je dirais par rapport à Juin 20, il faut faire attention parce que faut savoir le coût que ça a. Et donc quand on est une ETI par exemple, ça peut avoir son sens quand on est en petite structure. Clairement, ça peut être compliqué. Il faut s'adosser avec, je sais pas, Arkea par exemple, qui veut monter un dossier. C'est ça quoi. Après, l'autre point, c'est les concours. On n'en a pas du tout évoqué, mais c'est vrai qu'on peut être tenté quand on lance un produit. Je parle pas là-dessus. Ouais, non mais voilà, je pense qu'on va être assez d'accord. Enfin, les concours, nous clairement, on a eu une personne qui a été dédiée quasiment à ça. Je me suis assez pris la tête justement par rapport à ça aussi. Parce que clairement, c'est du temps de perdu. Enfin, il faut vraiment dire ce que c'est, quoi. Enfin, si ça ne sert pas à l'acquisition, honnêtement, au niveau du financement, c'est quasiment rien, quoi. Enfin, les projets où vous allez avoir 100 000 euros de concours, ça n'existe pas quasiment, quoi. Et puis pour le coup, c'est pour ça que ça existe, il y a des milliers et des milliers d'entreprises qui sont là. Donc je dirais par rapport au temps, la chance qu'il y a, c'est comme jouer à l'auto, quoi. Enfin, non, il y a pas, vous allez beau pouvoir passer énormément de temps, que ça va être tout peaufiné et compagnie. Enfin, je dis pas que c'est pas possible, mais que c'est pas rentable, quoi. Enfin, à un moment, le temps qui est passé dessus, vous allez plus le passer à mettre plus rapidement votre produit en face de vos utilisateurs, quoi. Et comment ? Ouais, non, mais il y a ça, il y a ce côté-là aussi, mais c'est vrai que les concours, c'est, enfin, clairement, moi je suis quasiment anti-concours, à part sauf si ça sert comme acquisition, par exemple. Il y a eu le cas de Zero Gâchis, où on a été sur un truc à Rennes à un moment, et c'était beaucoup de quelque sorte, alors peut-être que je fasse attention, de toute façon on va couper comme il y a des questions, mais c'est un peu des gigotes investisseurs. Tu vois, c'est en termes de marque, parce que pour la marque, quand on trouve un produit, c'est hyper important, et donc du coup, vis-à-vis de l'extérieur, il faut que la marque vive, quoi. Pour que les gens aient envie de venir chez toi, bosser, que les investisseurs aient envie d'investir, que tes clients aussi puissent venir vers toi. Et de ce point de vue-là, les concours peuvent être intéressants s'ils ont une certaine renommée. Mais il ne faut pas que ça prenne du temps, et franchement, n'importe quel concours, ça prend du temps. Même si vous voulez les industrialiser, tous les dossiers et compagnie qui sont censés les mêmes, ils ont bien souvent des trucs spécifiques. Et, ne vous perdez pas dedans, quoi. Tu vas être pipé en plus. Ouais, bah complètement. Ouais, Oui, c'est clair, les on a concours tellement sont tous de ça. pipés. Si vous n'êtes pas une start-up, ce que j'appelle karma, que vous bossez pour les handicapés ou les maladies un peu bizarres et tout ça, vous n'avez pas de chance de gagner. Au pire des cas, si vous avez gagné, vous allez gagner 5000 balles et un article dans le Télégramme qui va être lu par 3000 vieux. Sérieusement, je caricature les choses, mais sérieusement, c'est pas là que vous allez acquérir, c'est pas là. Alors c'est bien pour aller peut-être chercher des nouveaux concours, parce que quand vous avez déjà gagné un premier concours, vous avez plus de chances d'en gagner un deuxième. Vous allez peut-être pouvoir passer chez BFM Business. Qui c'est qui regarde BFM Business? Voilà, c'est bien beau de le mettre en bas de son site, j'ai gagné tel concours, je suis le produit 2018, mais aujourd'hui j'achète pas mon vin parce qu'il y a une étiquette produit 2018 dessus. Donc faites attention, il y a vraiment des pertes de temps et des pertes de... C'est bien pour l'ego, mais voilà, c'est tout. Mais c'est comme l'écosystème en fait, le réseau, quoi. Il y a du bien des fois, tu peux avoir des choses, mais sinon faut faire gaffe, quoi, en fonction du produit. En fait, ça dépend vraiment du style. C'est quoi le produit de la boîte aussi, tout un tas de choses. Tu vois, par exemple, nous, pour le compte CO2, on est labellisé par l'État pour gérer des actifs au niveau carbone. Alors, c'est un peu compliqué, mais en gros, le fait qu'il y ait la caution État, ça apporte au niveau acquisition, quoi. Ça rassure, quoi. Et ça, c'est un temps de lobbying qui est extrêmement fort, on met de l'État dans la balance, quoi. Mais ouais, ça dépend le temps consommé par rapport à tout ça. Là, c'est plus côté financement. Un autre bel exemple aussi de perte de temps, c'est les gens qui ont un projet et qui veulent passer leur temps à faire des startups week-end pour promouvoir le projet. C'est faire différents startups week-end de sa ville, d'une autre ville, machin, pour faire parler du projet, etc. Je ne sais plus lequel a dit, effectivement, il vaut mieux passer du temps à vraiment chercher à rapprocher les utilisateurs du produit plutôt qu'à faire du bruit autour du truc en espérant que les gens tombent comme par hasard. Après, sur un startup week-end, ça peut être intéressant aussi. Hein. Ben, tu vois, nous, on avait remporté celui de Lannion, le premier qui avait eu lieu en Bretagne. C'était super intéressant. Enfin, la plupart des gens qui venaient, parce que c'était le premier, avaient une idée, mais c'était vraiment une simple idée. Ils n'avaient pas d'équipe avant. Et c'est vrai que dernièrement, pour ceux qui étaient dans le coin, les gens venaient déjà
déjà avec un Bada, déjà ils étaient 3-4 du coup dans l'équipe, c'était presque au niveau des votes au départ, ils avaient au moins l'assurance que du coup le projet allait développer. Mais, donc c'est peut-être un peu mal, mais d'un côté, quand tu as peut-être un projet, peut-être que si tu cherches des associés, c'est peut-être aussi le moment de l'avoir parce qu'il y a beaucoup de profils qui sont brassés dans certains week-ends ou dans les libres week-ends qui sont un peu moins individuels, mais ça dépend. Pour le recrutement, je trouve que c'est moins qualifié par rapport à ce que tu recherches. Puisque les startup week-ends en général, enfin, je trouve, devraient être ouverts essentiellement pour ceux qui veulent se lancer et qui n'ont pas encore passé le pas. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, être plus dans les meet-up, dans différentes conférences, pour trouver des personnes qualifiées, enfin, répondant au truc. Mais ça peut quand même accélérer, tu vois, l'équipe. Par exemple, Zorogashi, l'équipe s'est créée à ce moment-là. Alors, certes, derrière, il y a la moitié qui n'ont pas continué. Et puis après, il y a d'autres personnes qui sont attachées au wagon. Moi, je suis parti pour commencer aussi le projet avec mon associé. Donc, du coup, ouais, ça peut accélérer, quoi. Mais juste à l'idée au départ, quoi. Voilà, peut-être pas avec 50 000 choses déjà prévues. Stratégie de communication pour recrutement. Et bon, les pizzas. Messi arriva. Et la question, est-ce que vous parlez beaucoup d'écosystèmes, il y a beaucoup de références, mais par rapport finalement de technologie, mais quand là, dernièrement, il y a eu pas mal de débats qui sont passés sur la communauté anglophone, sur l'open source, oui ou non, pourquoi l'open source, pourquoi le février. Et vous qui avez créé votre solution, vous l'avez portée, est-ce que vous privilégiez plus un modèle fermé avec votre code, votre application, ou est-ce que là, vous vous êtes rendu compte à un moment donné qu'il fallait aller vers l'open source et libérer votre code pour justement le partager, faire la pub? Comment vous allez gérer ça? J'ai le droit de répondre. Ouais, je peux dire. Du coup, moi, je fais que de l'open source depuis toujours. Et même du fait des licences, même le code que je vends à mes clients, en fait, je vends pas le code, je vends juste mon temps. Et n'importe qui pourrait venir demander le code à mon client. Il le sait pas, mais... C'est qui tes clients? Non mais c'est le cas en fait, tous les agences même qui bossent avec des frameworks open source, la licence GPL, c'est la licence la plus commune. En fait, tous les produits, pas forcément, mais tous les produits dérivés de la GPL sont GPL par défaut. Du coup, il y a beaucoup de gens qui bossent dans l'open source en pensant être propriétaires, ils ne le sont pas du tout, quoi. Et sinon, au-delà de ça, on bosse avec Tony, on fait Brestblock Tech. Donc on parle de crypto-monnaie, de systèmes open source distribués. Donc fondamentalement, moi je pense que ça finira par tout grignoter et couper les intermédiaires. Je ne sais pas si c'est la réponse que tu attends directement. Après, moi, ça dépend aussi du business model. En tout cas, c'est du partage. C'est l'héberger. Ah oui. Ça dépend du business model aussi qu'on souhaite mettre en place. Parce que si on veut open sourcer sa solution, il faut soit des partenaires du coup qui l'utilisent tous les jours et qui sont sponsors de ta boîte et que tu puisses en vivre, ou alors il faut proposer un support, proposer une plateforme où tu déposes du coup ton produit et tu proposes du support et du coup c'est ce support là qui te paye, mais c'est à peu près les seules sources de revenus que tu peux avoir avec de l'open source. Du coup, c'est vraiment contraignant sur le business model, donc faut voir aussi comment on souhaite se placer. Après, c'est sûr que ça fait une image de marque en disant qu'on est open source et que tout le monde peut accéder au code qu'on fait. Mais il faut avoir le business model pour aussi. Toutes les solutions ne sont pas applicables à l'open source. Moi, je voulais rebondir sur un truc, c'est que au Console 2, par exemple, et Glenn pourrait en parler comme Guillaume, en fait, nous, on a fait, on n'est pas les seuls, je veux dire, Timothy est dans l'équipe aussi, Anthony Palasfar est aussi dans l'équipe, du coup, Stéphane qui est là-bas aussi est dans l'équipe. On a lancé le Brest.js il y a pas mal d'années, tout simplement parce que nous, on a choisi qu'on souhaite investir énormément dans le JS. C'est l'ensemble de la technique qu'on a, de la base à l'appli, au cache, tout un tas de trucs, et dans le JS, c'est notre code qui est partagé, c'est comme ça. Donc en interne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la philosophie de la boîte,
comme on a investi dessus, tout ce qu'on a pu apprendre, c'est nécessaire qu'on redonne à la communauté. En fait. Et moi, par exemple, Glenn a fait des conférences, moi j'en ai fait, Guillaume en a fait, il a fait l'atelier GraphQL il n'y a pas longtemps, il a fait un POC du coup qui a servi après au Conso 2 où on s'est posé la question s'il permet qu'on change l'API. Et en fait ça, pour moi, dans une boîte, c'est hyper important aussi, parce qu'il faut aussi faire venir les gens dans la boîte. Et il y a l'histoire de la résonance de la marque. Si on ne redonne pas à la communauté ce qu'on produit, on n'arrivera pas en fait simplement à faire venir, surtout d'un point de vue technique. Quoi. Et donc c'est pour ça que moi je rejoins parfaitement sur le côté où le partage, il faut le faire. Quoi. C'est partie de l'identité même de notre métier. Quoi. Et juste, je fais de la pub 2 secondes, désolé. Le 17 avril, on va lancer le 17 avril, on va lancer un meet-up avec Brestech. Vous allez entendre parler peut-être fin de semaine ou la semaine prochaine, mais normalement c'est fin de semaine. Il va y avoir plusieurs intervenants. L'idée c'est de faire un meet-up, donc c'est à Lizen que ça va se passer, sur le sujet du métier de développeur. Sur comment en fait fidéliser, comment recruter les développeurs et pour essayer de vulgariser aussi le métier parce qu'il y a plein de stéréotypes liés à ça et donc l'idée c'est qu'on amène pas mal d'entreprises à l'événement et aussi des devs pour dialoguer et essayer de faire casser en fait des barrières et donc comme intervenant si j'en cite quelques-uns, il y a Damien Cavaillès que vous connaissez peut-être de Wheel of Dev de Lille qui va descendre, il y aura Michael Camon du Customer Dash. Il y a Stéphanie Molik qui est développeuse à OVH sur la place des femmes dans le dev. Il y en a vraiment très peu. Il faut qu'il y en ait beaucoup plus. Et quatrième intervenant, je ne sais plus le nom. Oui. Pierre Leroux de la Comassure. Qui va justement venir pour expliquer c'est une ETI, une scale-up en quelque sorte, parce que justement il y a ce nouveau terme là qui arrive. Ils sont bien montés en charge, du coup c'est une pépite du coin, et c'est vrai qu'ils ont une philosophie pour faire venir les devs et du coup les garder en interne. Ils ont une bonne philosophie, notamment au niveau de l'open source. Ils ont pas mal de choses qu'ils ont fait eux-mêmes, ils ont fait une conférence il y a 2 ans sur JS sur toute la migration de toute leur infrastructure Java vers du JS, et ils ont fait un retour d'expérience, ils vont peut-être le refaire prochainement. Du coup, si vous voulez participer à ce débat-là, nous on aimerait bien qu'il y ait pas mal de devs, qu'il y ait pas mal d'entreprises aussi qui viennent. Ça se passera à Lizen le 17 avril de 19h à 22-23h dans l'amphi. Voilà, j'ai fini notre vie. Donc on va faire tourner. Sinon, pour revenir sur l'open source, vite fait, il y a aussi, par exemple, il y a un exemple en ce moment qu'on peut connaître, c'est la Maïf. En ce moment, il y a des briques qui ne sont pas importantes entre guillemets à leur métier, qui mettent en open source. Ils ont fait plusieurs petits projets et ils comptent en faire d'autres encore qui mettent open source. Ils mettent du coup plusieurs choses, mais en fait, je suis pas sûr que ça parle vraiment aux clients ou à d'autres personnes. L'open source, ça nous parle beaucoup à nous parce qu'on est développeurs, qu'on en consomme, qu'on veut bien partager du code, mais je suis pas sûr que les personnes extérieures au monde de développeurs soient très attachées aussi à l'open source. Je pense que c'est important quand même pour le partage et pour la transparence, mais c'est peut-être pas non plus un point sur lequel il faut forcément miser beaucoup pour vendre son produit ou... Peut-être le produit à destination des devs. Oui, mais voilà, bien sûr, mais ça dépend de sa cible en fait. Une dernière pub à faire. Moi, demain au port, on a une conférence sur une crypto-monnaie open source. Je suis l'ambassadeur français de Lisk. C'est une crypto-monnaie dans les grosses crypto-monnaies. Il y a 50 employés à Berlin. Donc on a des goodies et on parlera de crypto-monnaie open source. Donc c'est au port demain soir. Voilà. Sur Meetup, vous pouvez retrouver. Sur meetup.com, vous aurez toutes les informations. Encore une fois, merci messieurs et à la pizza. Merci à vous.